Le circuit le plus rapide de la saison pour cette 14e manche du championnat du monde de Formule 1 2000. Il y en aura 17 après ce Grand Prix d'Italie à Monza. Nous irons à Indianapolis dans 2 semaines aux États-Unis et puis ce sera la tournée asiatique pour en terminer au Japon et en Malaisie. Mais dans l'immédiat, c'est ici à Monza que le championnat peut basculer avec cette première ligne toute rouge. Les 2 Ferrari, Schumacher et Barrichello. Schumacher doit absolument transformer l'essai. Il a 6 points de retard, vous le savez, sur Hakkinen au championnat. Autant dire que rien n'est joué, Jacques. Non, effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais il était sûr qu'aujourd'hui, il faut absolument que Schumacher termine dans les 2 premiers, que Hakkinen soit derrière lui pour garder le contact. Mais bien qu'il reste encore 30 points à glaner après ce Grand Prix, il y aura encore des possibilités évidemment pour Schumacher et Ferrari, mais la course ici est très importante. Alors nous sommes dans cette très longue ligne droite où on atteint les vitesses de pointe les plus élevées, 355 km/h en qualification. Le circuit le plus rapide du championnat parce qu'on tourne à près de 250 de moyenne au tour. Et c'est parti, Jacques, je vous laisse commenter les images de cette fameuse première chicane. Regardez, on va arriver ici maintenant à 350 km/h, 355 en aspiration. Regardez, un freinage très important, mais la première, 80 à l'heure. Regardez la chicane, un virage très serré, très très lent. Et regardez ces bordures dont on vous a beaucoup parlé pendant ce week-end, où on peut effectivement essayer de dépasser, en tout cas créer un problème. Alors ça sera le problème du départ, ça sera celui-là. Et puis après, les problèmes inhérents à cette piste, grande vitesse, ce sera le freinage des voitures, les moteurs qui sont très sollicités, puisque vous savez qu'ici 240 km de moyenne, c'est énorme. Ici on est dans la deuxième chicane, on l'appelle ici la variante, qui est assez rapide avec d'énormes trottoirs, de beaux échappatoires, mais ici c'est du gravier qui recevra les voitures qui vont sortir. On rentre ici maintenant à l'ESMO, les doubles courbes de l'ESMO, les virages qui se passent en 4e, 3e ici, on met la 4e voilà, à la sortie de ce virage, et regardez les trottoirs. Et la délicatesse de ces courbes, Jacques, c'est qu'avec très peu d'appui, évidemment, les pneumatiques souffrent également. Oui, il y a aussi un problème de pneumatique. On va avoir beaucoup d'usure parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appui sur les voitures. On sait que les écuries ont choisi de partir avec des pneus médiums. Il y avait 2 choix de pneus médiums et durs. On a tous les pilotes ont choisi des médiums, évidemment, parce que la pole position est très importante. On arrive ici 340 km/h encore. On est dans la variante Ascari, la chicane qui commande l'entrée, enfin la grande ligne droite, troisième chicane qui va ramener les voitures sur la parabolique. Un endroit où on peut dépasser aussi, Pierre, on a vu des pilotes dans la ligne droite opposée. Dans la ligne droite opposée. On peut peut-être dépasser ici à l'entrée de la parabolique, qui est un virage très très rapide. Avant la fameuse parabolique, à la voilà avec Jacques Villeneuve, notre caméraman aujourd'hui, en 2e ligne sur la grille de départ, derrière les 2 Ferrari et la McLaren d'Hakkinen. On ne pourrait pas rêver mieux. Alors les stratégies, Jacques Lafitte, en principe, on ne fait qu'un seul arrêt à Monza. Pourquoi Parce que c'est la course dure 1h20, 1h17 exactement l'année dernière, et que faire un arrêt ici, ça prend comme partout à peu près 25 secondes. Et qu'en 25 secondes, la voiture qui va rentrer ici au stand, celle que vous aurez devant vous, elle sera déjà elle dans la 2e variante quand vous ressortirez des stands. Donc ça m'étonnerait que sur 1h17 on fasse 2 arrêts. On en a parlé un peu pour Schumacher, mais je ne crois pas que ce soit le cas, si ce n'est quand même que les Ferrari, il faut faire attention, elles usent un peu plus les pneus que les McLaren. Et donc en partant avec beaucoup d'essence, les pneus souffrent. Schumacher, évidemment, s'il était parti avec un peu moins d'essence, pourrait compter sur Barrichello pour freiner la meute. Mais pour ça, évidemment, il faudrait que ce départ se passe dans des conditions idéales pour la Scuderia, ce qui reste à prouver. En revanche, des pilotes qui sont plus loin dans le peloton ont peut-être fait le pari d'un réservoir plus léger en début de course. On pense à Ricardo Zonta par exemple, qui a été le plus rapide ce matin au warm-up avec la seconde barre Honda, très mal qualifié sur la grille. Zonta seulement 17e, alors que Jacques Villeneuve, son équipier, est en 2e. Regardez là, vous avez vu cette ligne droite avec cet étranglement, et vous savez qu'à 350 à l'heure, quand vous arrivez à ces vitesses-là, la piste se rétrécit énormément. Attention, c'est maintenant qu'il ne faut pas que Ferrari se loupe, Pierre. Les 5 feux rouges, et quand ils vont s'éteindre, on lâche la puissance. Et c'est pas mal. Très bon départ pour Hakkinen. Hakkinen, Coulthard, Villeneuve. Barrichello a raté son départ. Et Hakkinen va essayer de déboîter. Il y va. Non, ça passe pas. Attention, ils sont tous les deux là. Les 2 McLaren. Et Trulli, 4e. Ça s'est touché derrière. Ça s'est touché derrière. Oh là là. Oh, ça tire tout droit. C'est la Jaguar. Il y a une Sauber également. Regardez la sortie. On vous le disait, c'était là le danger. Mais ça s'est passé avant le freinage. Schumacher en tête. Devant Hakkinen, Coulthard, Trulli, Barrichello, Frenzen. Alors qu'Eddie Irvine a loupé son freinage et a tiré tout droit dans l'échappatoire. Un accident terrible, la 2e chicane qui élimine Barrichello, Trulli, Frenzen, Coulthard. Un énorme accident. Regardez, et des tonneaux derrière, une arrose.
dans la poussière. Et oui, la poussière, on ne voit plus rien. Visibilité. C'est le carnage et je pense que la direction de course voiture de sécurité tout au moins pour l'instant, Pierre, elle est prête au départ. Oui, voir même un drapeau rouge, hein, parce qu'il y a tellement de débris sur la piste. Je me demande s'il ne serait pas plus sage d'interrompre la course. Safety car, elle est là. Attention, regardez Coulthard. Coulthard, ça va? Oui, il sort de sa voiture. On est un peu inquiet, hein, les voitures plantées un peu partout. Regardez là-bas, qui est dans cette voiture? C'est la Jordan. Elle est derrière. Non, c'est la Ferrari de Barrichello. Regardez. Barrichello derrière, effectivement. C'est la Rose. C'est la Rose qui a grimpé en l'air. Alors, ce serait Verstappen. Oui, je pense. Freinage de la deuxième chicane, évidemment, alors qu'on se prépare pour accueillir Barrichello chez Ferrari. Et vous avez vu, safety car a démarré, bien sûr, on craignait beaucoup à cette première chicane, les pilotes, Irvine. Alors on n'a pas vu à cause de la poussière, Pierre, ce qui est arrivé. Écoutez, il y a Coulthard, Trulli, Barrichello, Frenzen en moins. Un peu plus loin, il y a Herbert qui a disparu. Il y a De La Rosa. C'est la Rose de De La Rosa qui est partie en tonneau. Et puis Irvine, on l'avait vu à la première chicane. Regardez. Les deux Jordan donc sont on voit les deux pilotes Jordan, Barrichello, Coulthard, tout le monde est ok. On n'a pas vu De La Rosa. Il n'y aura pas un nouveau départ évidemment. Voilà c'est un peu dommage. Une Sauber qui revient au ralenti, c'est Salo semble-t-il avec un pneu crevé. C'est lui qui avait accroché, qui s'était accroché avec Irvine tout à l'heure. Il y a de la voiture, il y a du déchet. Coulthard, Trulli, Barrichello. Et Coulthard et Barrichello au pas de course. Voilà. On se demande Herbert, De La Rosa, un deuxième départ. Irvine, allez-y aussi. Vous savez, il faut se méfier dans les stands parce que tout le monde, voilà les voitures qui rentrent. La première chicane. Or, les mécaniciens n'avaient pas complètement regagné leur stand. Il y a du monde partout dans les stands. Il va falloir être très très prudent. On devra arrêter la course. On a vu Zonta rentrer, lui aussi. On devrait arrêter la course. Oui, on devrait arrêter la course au lieu de la neutraliser. Parce que là, il reste à peine une dizaine de voitures en piste. Regardez, Barrichello, ça a l'air d'aller. Tant mieux, il a un gros choc. Regardez, il a mal à la main. On a vu tout le monde sauf De La Rosa, je pense. Regardez, chez Ferrari, on est prêt avec un... Oui, je pense qu'on aurait dû arrêter la capot. Oui, tout à fait. Ça aurait été plus logique. Regardez ça. On va avoir un grand prix bizarre avec 10-12 voitures à peine. Oui, c'est pas bien. Je crois que les organisateurs, le directeur de course, Schumacher et Hakkinen sont là. Voilà, il en reste 12. 13 avec Zonta, mais bon. Et il y a Herbert et Salo qui sont rentrés au stand. Regardez, on revoit la première chicane. La première chicane, tout se passe raisonnablement. Il y a un petit incident derrière ici, vous allez le voir. Il y a Salo et Irvine qui se sont accrochés. Ici, Verstappen, regardez, fait l'extérieur, tout se passe à peu près correctement. Voilà, c'est en arrivant à la deuxième chicane. Alors regardez Coulthard, et ça va arriver de derrière, à droite. Regardez, Trulli qui se fait heurter par Frenzen. Voilà. Frenzen qui pousse Barrichello, Trulli et Coulthard. Voilà. Frenzen a raté son freinage à la deuxième chicane. Derrière Frenzen si personne ne l'a poussé. Et puis là, vous voyez, regardez, on va voir arriver la voiture de Verstappen. De La Rosa. Regardez ça. Voilà. Et on voit la caméra embarquée dans la Baronda de Jacques Villeneuve. Avec effectivement, puisque Villeneuve avait raté son départ, on aperçoit les débris et le terrible accrochage qui élimine la Ferrari de Barrichello, la McLaren de Coulthard et les deux Jordan Honda d'un coup d'un seul à la deuxième chicane. Pierre, il y a une roue qui a grimpé aux environs de 20-25 mètres de hauteur. Vous savez, ça a été très impressionnant et voilà, on avait très peur de cette chicane. Regardez, c'est dans cette deuxième chicane qui est très dangereuse aussi. Les voitures sont arrivées. Regardez les roues. Regardez les roues baladeuses, les débris un peu partout. Oh là là, voyez, regardez la voiture. Vous l'avez vu déjà en De La Rosa. Il a beaucoup de chance. Il a terminé sur la voiture sans blesser quelqu'un. Et sans toucher Coulthard qui était pourtant en première. Il a touché Barrichello qui lui était en pleine trajectoire. Regardez les deux voitures. On revient de loin. C'est un miracle. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés. Attention, le voilà De La Rosa. Ah oui, c'est peut-être un commissaire. C'est peut-être un commissaire qui a été touché par un débris. Oui, vraisemblablement. Oui, c'est un commissaire. Je pense que c'est un commissaire, malheureusement. Oui, très touché d'après ce que je vois dans les gestes des autres commissaires. C'est une roue. Alors on revoit le départ maintenant, vue aérienne, avec Schumacher qui enfume tout le monde, Hakkinen, Barrichello un petit peu raté son départ. Il a loupé complètement. Villeneuve aussi, en deuxième ligne, on s'est un peu loupé. Il a été gêné par Barrichello. Il était obligé de freiner. Et voilà. Et Coulthard est passé, Trulli aussi. Et alors je voudrais savoir ce qui arrive à Villeneuve. Il est là, il a été gêné par Barrichello. Il est passé par Frenzen. Et regardez derrière, on s'accroche, 3 voitures. Voilà. Et voilà, c'est fini. Il y a Salo, Herbert et allez-y. Salo va revenir sur la piste, ce qui est très dangereux. Avec un pneu crevé, regardez, voilà, il peut repasser dans le peloton. Alors deuxième chicane, là nous sommes en direct avec Villeneuve derrière la voiture de sécurité. Alors le classement, après 2 tours de course, derrière la voiture de sécurité,
Schumacher en tête, Hakkinen deuxième, Villeneuve troisième, Ralf Schumacher en quatrième position, et puis Fisichella cinquième, Button sixième, Wurz septième, Verstappen huitième, Gené neuvième, Heidfeld sur la poste de joue en dixième position, et puis Mazzacane et Diniz, Zonta qui revient des stands, vous le voilà, vous le voyez en queue de peloton, et il reste encore Salo, allez-y peut-être dans les stands. Il y a un évidemment avec la voiture de Heidfeld. C'est pas lui qui serait venu taper tout le monde de l'arrière. Peut-être venu taper. Parce que je vois pas ce qu'il aurait pu faire. De la Rossa. De la Rossa, voilà. Heidfeld donc pour l'instant sous investigation auprès des commissaires sportifs. C'est peut-être à propos de l'incident de la deuxième chicane. On est quand même très inquiet pour un des commissaires de piste malheureusement qui a été touché à la deuxième chicane. On ne parle pas assez souvent des risques encourus par les commissaires de piste. Regardez, on fait un massage cardiaque. Les médecins sont là. Les réanimateurs. Les médecins de la FIA également. Ce sont des très bons médecins, donc il est en... Oui, la voiture de... Il aura quelque chose en tout cas. Sid Watkins. Ils sont là. Et... Le médecin de la FIA, piloté par Alex Ribeiro, prêt à embarquer le malheureux blessé. Alors qu'on doit nettoyer les débris sur la piste du côté de la deuxième chicane et qu'on va certainement rester plusieurs tours derrière la voiture de sécurité. En attendant l'évacuation du commissaire de piste. Eh bien Jacques, on craignait la deuxième chicane, la première chicane et finalement c'est la deuxième qui a provoqué ce terrible carambolage. C'est venu de l'arrière, de loin, vous avez vu. Frenzen sur Barrichello, Trulli, Coulthard. Je vous confirme de la bouche même de l'ingénieur de Pedro de la Rosa qu'il est toqué. Il n'était pas impliqué dans l'accident, mais il s'est senti pousser tout à coup sur Barrichello et c'est là qu'il est parti en tonneau. Il est debout, Pedro de la Rosa, il a confirmé qu'il allait bien. David. Et voilà David Coulthard qui revient malheureusement. Ils l'ont échappé belle, je peux vous dire, parce qu'un incident comme ça et de la Rosa avec le tonneau qui, quand il est retombé sur la voiture de Barrichello, ça aurait pu être un drame incroyable. En tout cas, il y a quand même... Pierre et Jacques, on ne donne pas de nouvelles de Jean Alesi, il faut en donner. Lui, il n'est pas parti au vrai départ. Il a pris le départ du tour de formation, mais il n'a pas démarré au vrai départ. Donc, pour l'instant, il est compté comme un abandon. Il est là. Il va bientôt regagner les stands. Sa voiture est intacte et il est parti. Il est à un tour, malheureusement, Jean Alesi, exactement. dans cette aventure. Mais bon, il y a néanmoins, et il faut le regretter, il y a de fortes inquiétudes pour ce commissaire de piste à l'intérieur de la deuxième chicane. On a vu voler des roues, des pneus. Ah oui, c'était terrible. Et c'est vraiment un souci quand il y a des collisions. Ce sont les roues qui sont arrachées des suspensions, alors que pourtant la FIA travaille sur un système avec des câbles pour empêcher. C'est pas des câbles qu'il faut. Bien sûr. À cette vitesse-là, vous vous rendez compte la force qu'il y a dans une roue. Regardez le safety car. Vous savez, Charlie Whiting, le délégué de la FIA, est venu pendant les essais privés ici, préliminaires au Grand Prix. Et justement, la chicane Lascari l'a beaucoup impressionné. Il ne s'était pas rendu compte, a-t-il confié à Jean Alesi, que ça passait si vite et si fort. Et bien là, vous pouvez parier qu'il y aura certainement des modifications l'an prochain. Oui, mais enfin, alors que là, on est dans la première chicane. Au départ. L'accident s'est déroulé, vous le savez, dans la deuxième. Là, on voit le premier accrochage à l'arrière du peloton entre Irvine, Salo et je pense que c'est l'autre Sauber de Diniz. Diniz, Salo et la caméra embarquée avec Villeneuve. Regardez les pneus qui roulent, qui volent, qui virevoltent. Et une roue de Formule 1 lancée comme ça, vous voyez, ça peut faire des dégâts. Il y a énormément de débris. Et regardez la cadence, la vitesse. Tonneau de la Rossa, et c'est des morceaux de carrosserie qui volent un peu partout, aucune visibilité, et là évidemment on peut se poser des questions sur la protection des commissaires de piste. Il y a peut-être des choses à faire. Il n'y en a qu'une, c'est les grillages. Il y en a, remarque, on les voit là, vous les voyez là. Oui, il y en a, mais bien sûr les commissaires de piste, c'est des spectateurs qui sont protégés par des grillages. Les commissaires de piste doivent évidemment intervenir. Ici, il n'y en a pas. Et ils prennent des risques considérable. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on n'a pas arrêté cette course. D'abord pour permettre aux pilotes impliqués dans ces accidents de repartir au Land de Lormelus, ce qui n'aurait pas été une mauvaise chose. C'est vrai. Pour le championnat et pour la rivalité. Mais depuis que ce règlement d'intervention, de neutralisation de la course et d'utilisation de la voiture de sécurité a été instauré en Formule 1, eh bien c'est vrai que le drapeau rouge, on ne le voit plus souvent. Pierre, pardon, voici Arnaud Trulli qui arrive au garage. Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Je ne sais pas exactement. J'étais touché par l'arrière dans la deuxième variante, donc j'ai aucune idée. C'est à la deuxième chicane que ça s'est passé. Le premier départ, la première chicane se passe correctement? La première chicane, tout se passait bien. C'était peut-être la plus dangereuse. Dans la deuxième, peut-être quelqu'un il a fait une erreur.
Et donc il m'a touché derrière, je sais pas, il y avait beaucoup de voitures. Vous pensez qu'il fallait arrêter la course? Peut-être oui, parce qu'en plus il y avait une voiture très cassée, il y avait plus de voitures là, donc cette fois je pense drapeau rouge c'était plus correct. Un dernier mot, Jarno, physiquement ça va? Oui, non, physiquement ça va bien. Heureusement personne s'était blessé, donc c'est bien. Merci, Jarno. Sauf malheureusement sauf ce commissaire. Un Oui, commissaire. bien sûr. Oui, on va vous rappeler aussi que la deuxième chicane, on arrive à 335 à l'heure, que c'est un très fort ralentissement. Et qu'effectivement, au départ, tout le monde en paquet, un petit travers, un petit problème. Et vous les voyez, ces commissaires au bord de la piste avec les drapeaux jaunes, évidemment, pour que les pilotes les voient et que la signalisation soit bien faite. Ils prennent des risques, ils sont en première ligne et ils ne sont peut-être pas suffisamment protégés, surtout sur des circuits ultra rapides comme Monza. Oui. 15 voitures en course dans le 4e tour de ce Grand Prix d'Italie, toujours derrière la voiture de sécurité, avec Michael Schumacher sur la Ferrari, devant Mika Hakkinen et sa McLaren Mercedes. Villeneuve en 3e position et Jean Alesi est bon dernier, 16e à un tour. Rubens, qu'est-ce qui s'est passé au départ à cette chicane? Frentzen hit me from behind. Frentzen m'a heurté à l'arrière. Il devrait avoir une pénalité de 10 courses. Il est sous pression avec Trulli et il se comporte très mal sur la piste. J'ai freiné tard, j'étais déjà aux côtés de Trulli et il m'a heurté à l'arrière beaucoup trop vite. Il aurait pu me tuer. Physiquement, tout va bien. J'ai eu un fort choc sur ma tête, mais ça va. Vous voyez, ces incidents, alors là c'est à chaud, on ne sait pas exactement. Peut-être que le même Frentzen a été heurté par l'arrière, mais vraisemblablement de ce que l'on a vu, voilà. Regardez à l'arrière, regardez. On aperçoit la voiture de Trulli, celle de Barrichello derrière. Est à côté, vous voyez. Voilà. Regardez, il est à côté. Et regardez. Il était entre les deux, Frentzen. Il n'a pas freiné. Il a oublié de freiner, comme on dit, un peu trop. Alors. Un peu trop optimiste. Alors comme le souligne Barrichello, Frentzen pour l'instant il est un peu sous pression avec Trulli, son équipier un peu plus rapide, mieux qualifié, et il prend des risques dans ce premier tour. Il prend des risques considérables. Mais Barrichello parler comme ça. Oui, c'est rare. Oui, mais vous savez, un gentil garçon. Il s'est fait très peur. Ça veut dire qu'il a eu peur. Il a eu très. Vous vous rendez compte, il a pris une voiture sur la tête qui aurait pu le tuer. On s'aperçoit du danger toujours après. Et là, c'était très. Regardez le. Vous l'avez, il se porte à la gauche. Il est tout à fait à l'arrière de l'image. Voilà. Barrichello vient à l'intérieur aux côtés de Trulli. Pour le doubler. Et derrière, il y a l'autre Ça arrive déjà, regardez, elle est là. C'est trop tard, il est déjà parti. Il s'arrête pas, le voilà. Et il est seul, Frentzen, parce que Villeneuve est plus loin. Il est décalé. Regardez cette roue. Vous la voyez, la roue là? Oui, qui part vers le haut de l'écran. C'est elle qui a blessé le commissaire. Peut-être. Et vous voyez ici à gauche les commissaires qui ne sont pas entourés de grillages. Alors, vous savez qu'on avait parlé à un moment donné d'un signal électronique pour mettre au point pour les drapeaux jaunes et les drapeaux bleus avec des lumières. Dans les cockpits des voitures, directement pour que les commissaires n'aient plus à prendre de risques en bord de piste. Voilà. Alors un autre souci, Jacques Lafitte, c'est la visibilité, parce que dans ces bacs à gravier, on a vu la poussière qu'il y a. Peut-être qu'en les humidifiant... Le mal était, oui, mais humidifié, ça voudrait dire beaucoup plus dur et il ne ferait pas office de ralentisseur. Et puis vous savez que le mal était déjà fait, la rose de la Rosa arrivait déjà en tonneau, qu'il y ait eu de la poussière ou pas. Je veux dire, c'est pas le fait de la poussière, c'est l'effet de la vitesse. 335 à l'heure, s'arrêter, c'est très très difficile. Les pilotes sont à la limite de l'adhérence déjà et ils freinent le plus tard possible et les 2-3 mètres d'écart, c'est énorme. Bien, alors toujours derrière voiture de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment nettoyer la piste très minutieusement du côté de la deuxième chicane. Et peut-être évacuer le pauvre commissaire. Bien sûr, se préoccuper de ce malheureux commissaire de piste. Mais vous savez, les débris, ça peut être très dangereux aussi parce que ça provoque des crevaisons, des déflagrations de pneumatiques. Et à 300 à l'heure, ça ne pardonne pas. Il est donc capital de bien nettoyer la piste. Et c'est pour ça que quelque part, on aurait peut-être préféré un arrêt pur et simple de la course au drapeau rouge. Regardez, il faut évacuer toutes ces voitures. Pour évacuer les épaves. Plutôt que de neutraliser simplement regardez l'état des voitures derrière la voiture de sécurité. Oui, c'est un carnage et vraiment il y aura beaucoup de travail pour reconstruire les voitures avant de partir aux États-Unis dans 8 jours à peine pour les équipes. Toujours là, la voiture du médecin Sid Watkins, et puis... toujours là. Ça c'est plutôt mauvais signe pour le malheureux commissaire de piste. On s'aperçoit que la course en ville c'est dangereux dans des moments comme ça. On imagine toujours que rien ne se passe, tout va bien. Regardez, en l'espace de quelques dixièmes de seconde, une mauvaise manœuvre d'un pilote
Bon, ça peut arriver aussi, il ne faut pas accabler non plus Frentzen de tous les maux de la terre. C'est arrivé à d'autres, ça arrivera à d'autres encore, mais il faut savoir que c'est un sport très dangereux. Et heureusement que la FIA et les voici David, on va écouter David Coulthard. Oui. Thank you very much. That word will stick in my head, Louise. Thank you. Oui, non, ça c'est bien passé. J'ai pas trop mal à la tête, merci. The worst scenario for me. It just happened. C'était le plus mauvais scénario pour moi. Really than maybe we all expected. On a tous freiné tard là-bas, mais la manière dont on s'est fait heurter à l'arrière, c'est un grand choc à la deuxième chicane. Tout semblait bien. La première chicane s'était bien passée. Et puis voilà. C'est évidemment désastreux pour les chances de Coulthard au championnat. On verra en Indianapolis encore, en Amérique. C'est pas fini. De toute façon, déjà, il est bien là, pas blessé. C'est une grande chance pour tous les pilotes. On est assez content du résultat final. On est plutôt inquiet pour ce commissaire de piste qui sont des gens courageux, bénévoles, et qui sont là, qui adorent la course automobile. Malheureusement, de temps en temps, il y a des incidents. Et regardez Barrichello, depuis un moment, on le regarde sur notre écran, qui est en train de gueuler et d'hurler certainement après Frentzen. Bien, alors je vous propose de marquer une première pause dans ce Grand Prix d'Italie en attendant que la course reparte, alors qu'on voit Barrichello dans le stand Ferrari. Et pendant ce temps, on va aussi demander à Marc Pinari peut-être d'aller du côté de la direction de course, prendre des nouvelles de ce commissaire de piste. Une page de pub et on revient à Monza pour la course qui va repartir. Retour à Monza après 8 tours de non-course en quelque sorte, puisque le Grand Prix d'Italie de Formule 1 est neutralisé depuis le premier tour après un terrible accident à la deuxième chicane du circuit de Monza. Une collision provoquée, semble-t-il, par la Jordan de Heinz-Harald Frentzen qui a percuté devant elle la Ferrari de Barrichello, l'autre Jordan de Trulli, la McLaren de Coulthard, et puis derrière, dans la cohue, il y a eu la Rose de la Rossa qui est parti en tonneau, en toupie au-dessus de la McLaren qui s'est écrasée sur la Ferrari. Heureusement, aucun des pilotes n'a été blessé. Malheureusement, vous le voyez, il y a une ambulance qui emmène le malheureux commissaire de piste qui a été touché à cet endroit. Et la course est toujours sous voiture de sécurité. Donc après 8 tours environ, 15 voitures sont encore dans la course. Ceux qui ont été contraints à l'abandon, eh bien, il s'agit donc de Coulthard, Trulli, Barrichello, Frentzen, mais aussi de la Rossa et les deux Jaguars de Herbert et Irvine. Alors que certains ont été retardés, comme Salo qui est repassé par les stands à 2 reprises pour une crevaison, semble-t-il. Zonta s'est arrêté au stand, Diniz également. Regardez les débris sur la piste. Et puis Jean Alesi, malheureusement, ferme la marche avec un tour de retard parce qu'il avait calé au moment du départ avec la Prost Peugeot. Alors Jacques Lafitte, comment ça se passe dans la tête des pilotes après un tel carambolage? Tout le monde a assisté à la collision. Oui. Et derrière la voiture de sécurité, il doit y avoir un petit peu tempête sous les casques. Oui, on ne sait pas très bien en fait ce qui s'est passé. Je ne pense pas que dans les box, les stands, les ingénieurs racontent ce qui s'est passé. Ça ne les intéresse pas. Pour le moment, les pilotes qui sont là sont heureux d'être restés sur la piste, d'être encore en course, parce que certains comme Villeneuve, comme Ralf Schumacher, Fisichella, Button sont là, ils sont dans les 6 premiers, on a gagné des places et vous savez qu'on est assez égoïste au départ. Ils réaliseront à l'arrivée de ce qui s'est passé. Mais ils ne sont pas au courant que le commissaire. Voilà, ils ne sont pas au courant et tant mieux pour eux. Pour le moment, ils sont en train d'essayer de pas trop chauffer les moteurs, de pas trop faire refroidir les pneus, de contrôler avec le stand, comme on va faire 8 tours, 9 tours, peut-être 10 tours sous drapeau jaune, on va moins consommer d'essence, on va peut-être modifier un peu les stratégies dans les teams. On va retarder les ravitaillements. Oui, peut-être retarder les ravitaillements, ou alors suivant l'effet de course, enfin les hasards de la course, peut-être les raccourcir, on ne sait pas, mais en tout cas beaucoup de prudence pour ce prochain départ. Évidemment 15 voitures en course, mais les pilotes qui sont là sont heureux d'être là, ils ont échappé au carnage et ils sont plutôt contents. Voilà. Pierre et les gravillons sur la piste. Oui, Marc, vous avez peut-être des nouvelles à la direction depuis de course. la direction de course, 3 points. D'abord l'homme touché. Il s'agit d'un pompier qui était en bord de piste, qui est donc emporté en ambulance actuellement au centre médical. On attend des nouvelles plus précises, mais il s'agit apparemment d'un pompier. Deuxième point, les écuries demandent, parce qu'elles sont bien sûr en contact radio avec leurs pilotes, elles demandent à ce qu'on ne relance pas la course avant que tous les débris, et ils sont encore nombreux sur la piste, soient enlevés. Troisième point, la barrière de pneus qui était là à l'endroit du carton, là où le tonneau s'est déroulé, la barrière n'est pas encore remise. Là encore, lorsqu'elle sera remise, on pourra relancer la course. Pas avant. Alors vous savez qu'il y a 53 tours pour ce Grand Prix.
Voilà, ça a certainement modifié beaucoup les stratégies, mesure des pneumatiques, on vous l'a dit, la chauffe des moteurs, la chauffe des freins. Ça va peut-être améliorer certaines voitures qui avaient des inquiétudes sur la consommation ou sur la tenue des pneumatiques. Ça va arranger pas mal d'équipes peut-être, et spécialement, quand je dis ça, je pense à Michael Schumacher on avait un peu peur qu'il use ses pneus un peu plus. Il a, en tout cas avant son premier arrêt au stand, s'il n'en effectue qu'un, et maintenant ça en sera qu'un à mon avis, il va garder des pneus en meilleur état. Jean-Louis Moncet, vous êtes dans les stands, l'atmosphère doit être un peu plus lourde qu'à l'habitude. Très lourde, Pierre, très lourde. Tout le monde regarde les écrans, surveille, comme vous l'avez justement remarqué, les débris sur la piste. Marc Minardi a eu raison de nous le signaler, car effectivement, Alain Prost, ici je suis chez les Bleus, en a parlé dans la radio des Bleus, et je pense que dans toutes les équipes c'est la même chose. Alors pourquoi la neutralisation de la course et non pas l'arrêt pur et simple du Grand Prix avec un nouveau départ? Eh bien on sait, Jacques, que le règlement a été modifié il y a quelques années avec l'introduction de la voiture de sécurité. En principe, on neutralise la course si la piste est toujours praticable. Il faut qu'elle soit entièrement obstruée pour qu'il y ait arrêt de la course au drapeau rouge. Oui, si vous voulez, le problème du safety car, c'est très bien en cas de pluie et tout, même là, certainement en cas de gros problèmes. Mais c'est vrai que si on avait arrêté les courses, on aurait permis à des garçons comme Barrichello, Coulthard, Trulli, De La Rosa qui n'y étaient pour rien. Y compris Frentzen, par qui le scandale est arrivé, de repartir avec leur voiture de réserve. Peut-être que Frentzen, on aurait pu justement, les commissaires décider de l'empêcher de repartir, ce qui serait une bonne leçon pour lui et à l'avenir pour les autres. Regardez, il y a encore un peu de débris à cette chicane. Ce sont des gravillons. Des gravillons. Mais quand même, les gravillons, ça peut faire très mal à ces vitesses-là. J'ai l'impression que la voiture de sécurité a éteint sa rampe de phare lumineux. Non, ça marche. Non, ça clignote. Oui, on l'a à l'image, elle clignote. Oui. Marc, non, c'est le contre-jour. Parfois, on est un peu piégé par ça, mais ici, on est à ça continue. Ça continue. En principe, la voiture de sécurité devrait éteindre sa rampe de feu lumineux sur le toit dans la dernière portion du circuit, dans le dernier secteur. Et Pierre aussi, je voulais vous dire que à ces grandes vitesses, vous savez que les voitures ont très peu d'appui ici, donc quand il se passe n'importe quel incident, les voitures se ralentissent évidemment beaucoup moins vite qu'à l'accoutumée, et il s'est passé là peut-être le problème. De La Rosa est arrivé, appuyé sur les freins très brutalement, et voilà ce qui est arrivé, je veux dire. C'est bien éteint là. Alors ça y est, safety car. Voilà. Non, ça y est, ils l'ont éteint à la dernière chicane, avant la dernière chicane, comme ça doit être prévu. C'est-à-dire dans le dernier secteur. À l'entrée du dernier secteur, on l'éteint pour prévenir les pilotes. Voilà, donc maintenant les pilotes, regardez, ils chauffent leurs pneumatiques. Schumacher a laissé la voiture de sécurité prendre du champ. Et oui, c'est obligatoire. Et surtout pour bien se préparer dans la parabolique et pas se faire piéger par Hakkinen. Regardez derrière. On ne peut pas et voilà. Il y a Ralf Schumacher ou Button. C'est Button. Mais on se demande pourquoi Schumacher a autant ralenti. Il a ralenti exagérément. Button est allé taper le rail, je crois, à droite. Oui, il a tapé à l'endroit où il y avait des commissaires. Décidément là. Non, c'était pas bien. Non, c'est pas très sportif de la part de Schumacher. Enfin bon, on va encore certainement polémiquer à ce sujet. C'est reparti. Et où est-il, Button? Button, il s'arrête. Il a tapé. Il y est plus. Il a tapé le rail, il est plus là, Button. Il aurait pu revenir sur la piste aussi. Alors attention, là il n'y aura pas de problème vraisemblablement. Et voilà. Button, c'est l'abandon malheureusement pour le Britannique. C'était surprendre le jeune Button. Qui a été piégé par le ralentissement brutal du peloton. On s'est retrouvé avec 3 ou 4 voitures de front qui ne comprenaient pas pourquoi on était debout sur les freins dans la ligne droite opposée. Je trouve que la manœuvre de Schumacher est un peu... Regardez cette image, elle vaut mieux qu'un long discours. Schumacher a mis un coup de frein énorme et tout le peloton est arrivé. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi il a ralenti comme ça. Bon, c'est reparti pour 42 tours parce qu'on a passé 11 tours derrière la voiture de sécurité. Et il y a 53 tours à couvrir cet après-midi de l'autodrome de Monza, 5 km 800. Ça fera donc 305 km de course. Vous voyez qu'il y a encore des petits débris qui virevoltent ça et là. Drapeau vert agité par les commissaires. La piste est libre, cela veut dire que la piste est libre. Ça signifie que la piste est dégagée. Vous pouvez y aller. Schumacher, Hakkinen, Villeneuve, Ralf Schumacher 4e sur la Williams BMW. Et puis Fisichella sur la Benetton. Verstappen 7e avec la Rose. Il est 6e Verstappen, il a doublé Wurz. Voilà. Il est entre les deux Benetton, exact, de Fisichella et Wurz. Mais vraiment Button, on peut peut-être invoquer son inexpérience, mais là franchement il a été piégé par une manœuvre relativement incompréhensible, en tout cas complètement excessive de la part de Schumacher, le leader. Oui, alors attendons de voir ce que va dire Schumacher à l'arrivée. Il faut toujours faire attention, Pierre, mais c'est vrai que c'est une manœuvre pas
pas très fair-play en tout cas pour les autres derrière. Il y a plus pensé, pas très bonne non plus. Vous avez vu que même ils ont failli se faire piéger, Villeneuve et Ralf Schumacher. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme la voiture de sécurité rentre au stand à la sortie de la parabolique, elle était très loin. Elle était très loin, elle était presque 100 mètres devant. Schumacher s'est dit, en freinant et en obligeant tout le monde à presque s'arrêter dans la ligne droite opposée, moi je vais accélérer. Il suffit de réaccélérer après et il sera à l'abri dans la ligne droite. Et c'est moi qui déciderai de l'accélération par rapport aux gens. Il a obligé les gens à freiner. Il est reparti comme dans les embouteillages dans Paris. Mais enfin, alors bon, quelque part, c'est aussi le rôle du leader du Grand Prix d'imprimer la vitesse. Mais enfin là franchement, c'était trop tôt dans la ligne droite. C'était complètement excessif. Ouais. Jean-Louis, vous avez une opinion? Non, c'était pour dire que la radio aurait pu prévenir aussi. Et que c'est le pilote leader qui donne le rythme et qu'il a fait le type même du départ lancé à Indianapolis, c'est-à-dire qu'on ralentit au maximum pour accélérer. Il a peut-être fait un peu trop. On l'a jamais vu comme ça. Il en a fait un peu trop. C'est évident. Voilà. Et on va encore polémiquer, on va encore montrer du doigt le pilote allemand qui, en attendant, creuse l'écart en tête du Grand Prix devant Hakkinen, Villeneuve, Schumacher, Fisichella, Verstappen qui est plus rapide que les Benetton, c'est clair. Les deux voitures en moteur Supertech. La Benetton et la Rose. Il s'est un peu loupé dans la parabolique. Peut-être gêné par les turbulences de la voiture qui le précède. Et ça déboule à 350 à l'heure jusqu'à la première chicane. Schumacher 2 secondes d'avance sur Hakkinen, 3,5 sur Villeneuve. Et puis Ralf, Fisichella. Il est vite Verstappen, il est déjà revenu. Verstappen peut-être un peu moins d'essence, peut-être. Oula, tout droit encore de la Rose de Mika Salo, je pense. Il a des problèmes, sa vie s'est arrêté 2 fois au stand. Oui. Il a peut-être cassé quelque chose sur sa voiture. Vous vous rappelez qu'il s'est accroché au premier tour avec Diniz et Irvine. Voilà. On revoit le tout droit de Mika Salo au freinage de la première chicane. Il emprunte l'échappatoire. Oui, la Sauber de Mika Salo, bien sûr. Alors, Schumacher, Hakkinen, Villeneuve et le reste du peloton. Vous avez bien suivi? Eh bien, c'est le moment. Top position, première alerte. « 36-15 code TF1 ou par téléphone au 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libre. Les 3 premiers dans l'ordre, vous les avez à l'image. Et puis derrière, dans le peloton, il y a d'intéressantes bagarres en perspective, Jacques, avec la remontée de Verstappen, cette zone ça ici, avec la Honda qui déborde Wurz irrésistiblement. Oui, il était rapide aux essais, Wurz ce matin, on l'a vu. Zonta, il avait fait le meilleur temps. Le meilleur temps du warm-up. Il avait de l'essence. Oui, il avait 50 kg d'essence. On a vérifié, ça fait à peu près 65 litres. Bon, maintenant, on fait peut-être pas le Grand Prix avec 2 fois 60 litres. Non. Il faut 180 litres. C'est peut-être 2 arrêts. Verstappen qui déborde Fisichella au freinage de la première chicane avec le Rose Supertech. Voilà 5e le pilote hollandais. Lui aussi éventuellement dans une stratégie à 2 arrêts. Quoique, avec 10 tours derrière la voiture de sécurité, ils vont pouvoir, évidemment, ceux qui sont partis avec peu d'essence. Voilà Jenson. Oui, problem. We were going at normal speed and then Michael decided to speed up and then slow down again. I don't know why. Je ne comprends pas pourquoi Michael a décidé d'accélérer puis de ralentir brutalement. Et ça a provoqué un embouteillage au moment où tout le monde se relançait. Alors que là, on voit Jacques Villeneuve qui a malheureusement abandonné avec la barre Honda. On va comprendre pourquoi. Ici, il est au ralenti. Villeneuve avec un problème mécanique. Il y a des flammes qui sortent des échappements du V10 Honda, de la barre. Dommage pour Jacques Villeneuve qui était 3e. C'est le 200e Grand Prix du constructeur japonais Honda. Et ma foi, ils ne sont pas gâtés avec les 2 Jordan qui ont été éliminés dans la collision de la 2e chicane. Et puis cet abandon de Jacques Villeneuve. Il n'y a plus que Ricardo Zonta pour défendre les couleurs de Honda. Et voilà Zonta 6e avec l'autre barre. Ici la voiture de Eiffel. Ici celle de Jean Alesi. Oui, les pros Peugeot évidemment. Eiffel est maintenant 9e. Oui, on ne sait jamais. Alesi 14e. C'est peut-être il n'y aura peut-être pas beaucoup de voitures à l'arrivée de ce Grand Prix. Surtout que si vous l'avez vu, les 2 pilotes Prost était assez content des performances des voitures ce matin aux essais. Ils avaient retrouvé de la motricité, une bonne tenue de route. Ils étaient assez contents de leur voiture. Ça sera peut-être une surprise. En tout cas, Eiffel tourne en 1.29.9, 1.29 pour 1.30 pour Fisichella, donc c'est pas mal. On a embarqué Fisichella avec le dépassement de Verstappen, sans doute. Non, c'est Zonta qui lui a fait l'extérieur en arrivant au freinage de la chicane. Voilà donc Zonta en 5e position maintenant. Parce que chez Fisico, on n'aurait pas du tout de l'essence.
Oui, et chez Zonta un peu moins. Ça paraît clair. Mais bon, avec ces 10 tours derrière la voiture de sécurité, ceux qui sont partis pour éventuellement 2 arrêts, ils vont ne plus en faire qu'un seul, évidemment. Attention, ici, c'est Nickelfeld. Et oui, on espérait que les pros Peugeot allaient ramasser les miettes du festin. Eh bien, le plat sur les pneus, vous avez vu les plats sur les pneus, un freinage terrible pour le jeune Eiffel, mais la voiture elle a d'être bloquée. Nick Heidfeld qui se met à l'abri, alors que oui, il a été heurté peut-être par une Minardi. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait une roue qui était pliée. Qui a été pliée, tapée. Nick Heidfeld sur la Pros Peugeot du côté de cette satanée deuxième chicane. Regardez Zonta qui est revenu sur les talons de Ralf Schumacher. Peut-être un débris, Pierre, on ne sait jamais. Peut-être une crevaison sur un débris, c'est pas impossible. Zonta va irrésistiblement déborder Ralf Schumacher dans l'aspiration dans la ligne droite. Regardez ici la France à l'arrière, mais bon, ça ce sont les freins, c'est normal. Oui, et puis c'est ou alors un blocage de boîte de vitesse. Regardez Zonta. La vitesse de pointe de Zonta est impressionnante. Il vient de doubler Ralf Schumacher. Il a passé Ralf Schumacher avec une facilité déconcertante, alors que le commissaire de piste nous signale que la voiture de sécurité est prête à bondir. Peut-être à cause de ces débris qui auraient éventuellement provoqué l'incident de Heidfeld. En tout cas, les vitesses de pointe pour l'instant, c'est la Rose de Verstappen la plus rapide, 357 km/h, Zonta 354. Eh bien, tout s'explique avec peut-être un peu moins d'essence. Ils ont une meilleure vitesse de pointe aussi, même si la barre Honda et la Rose Supertech sont des habitués du meilleur classement au radar. Schumacher 3 secondes d'avance sur Hakkinen après 16 tours dans ce Grand Prix d'Italie. Ils ont fait le vide derrière eux, puisque Verstappen occupe la 3e place avec la Rose, devant Zonta 4e, Ralf Schumacher maintenant 5e sur la Williams BMW, et puis les 2 Benetton Supertech de Fisichella et Wurth, la Minardi de Marc Gené qui occupe une sensationnelle 8e place devant. Eh bien, vous l'avez vu, Salou, il est bien entendu à 2 tours devant Mazzacan, l'autre Minardi. Salou 10e, Diniz 11e, Heidfeld a abandonné, allez-y, est 12e à 1 tour. On peut peut-être demander à Alain Prost, si on l'avait on pouvait l'avoir, pourquoi il y avait un incident qui impliquait la voiture de Heidfeld au départ, 1 minute après le départ. Peut-être qu'Alain doit être au courant. On va établir la connexion, le duplex avec Alain dans un instant. En attendant, on suit la bagarre entre Verstappen et Zonta, les outsiders étonnants de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1 en lutte, tenez-vous bien, pour une place sur le podium derrière les 2 monstres sacrés, Michael Schumacher et Mika Hakkinen. Alors la Rose contre la barre, Verstappen contre Zonta. Et puis curieusement, ce sont 2 pilotes qui n'ont pas... très vite. Qui vont très vite, ça c'est évident. Et Zonta va vite parce qu'il tourne dans les mêmes temps que Schumacher et Hakkinen. C'est très rassurant pour le team Honda. La voiture est très très rapide. C'est clair que Villeneuve avait plus d'essence que son équipier au départ. Zonta, maintenant, on va certainement être en train de calculer du côté des stands les possibilités de ravitaillement de ces 2 voitures. La Rose est connue pour avoir un petit réservoir, même si elle est capable de boucler la distance d'un Grand Prix avec un seul arrêt. Verstappen et Zonta, 2 pilotes qui n'ont pas vraiment réussi leur saison 2000 et qui sont un petit peu pour l'instant en porte-à-faux. Regardez comment il va se faire doubler. Zonta en vitesse de pointe, il se rapproche de Verstappen, il ne va pas passer là, mais peut-être dans la ligne droite suivante. Elle va bien la voiture. La parabolique, attention, petite turbulence là. Bien sorti. Et puis l'aspiration. Formidable. Zonta devrait passer la Rose, même si la Rose est une des plus rapides. Regardez, ça déboule à 100 mètres par seconde, quasiment 300 à l'heure pour Zonta. Regardez. Qui déboîte. Et dans le freinage, attention, c'est engeant. Attention, Verstappen, c'est pas un tendre. C'est un frein tard, Verstappen, la preuve. C'est pas là qu'il va le passer. Magnifique passe d'armes en tout cas. Beau. Entre 2 mal-aimés de la Formule 1, si l'on peut dire, parce que vous savez que Zonta a été finalement remercié par l'écurie Barre. Il sera remplacé par Olivier Panis l'année prochaine dans cette équipe British American Racing dont la montée en puissance est vraiment sensible depuis son partenariat avec Honda. Et puis Jos Verstappen chez Arrows, il a été mis sous les témoins par son équipier Pedro de la Rosa depuis le début de la saison. Et ma foi, il a une revanche à prendre, peut-être aussi
pour tout simplement sauver sa peau et conserver un volant l'année prochaine en Formule 1. Ils ont à 338 km/h. Ils surveillent les rétroviseurs. C'est un des plus rapides en ligne droite. On dit que Jos Verstappen, qui a un grand ami qui s'appelle Michael Schumacher, lui a confié un petit peu ses intérêts pour l'année prochaine. Et qu'il verrait bien d'un bon œil. Alors regardons maintenant. Pilote Ferrari. Oui, Schumacher placerait bien son copain Verstappen dans le rôle du troisième pilote Ferrari, mais je crois que Verstappen préférait continuer à courir, bien sûr. Alors attention, c'est là. On a vu passer les 2 leaders avec 3 secondes et demie d'écart entre Schumacher et Hakkinen. Et maintenant, Zonta va à nouveau attaquer la rose de Verstappen dans la ligne droite. Et ça va se jouer à très peu de choses. On a vu le freinage particulièrement tendant de la première il est prêt là. Il est prêt, il est plus. Et vous voyez cette image qui donne beau, une bonne Regardez idée l'aspiration. C'est là. Il se rapproche, mais c'est insuffisant pour attaquer au freinage parce que. Il fait de l'intimidation, c'est bien. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur temps en 1:26.8, suivi de près par Mika Hakkinen, 1:27.0. Et vous voyez que la Rose se défend en vitesse de pointe. Il vient de faire 357 km/h, Verstappen. C'est beau. Alors, y a-t-il d'autres endroits où Zonta peut éventuellement porter une attaque, Jacques? Non, ça ne sera pas là. Il faudrait que Verstappen se loupe. Mais c'est le cas. Regardez peut-être ici avant les SMO. Mais les SMO, c'est un virage. Oula, une bagarre entre Salo et Géné. C'est bien. Marc Géné qui a passé Mika Salo. Mais Salo est à 2 tours. Il est pas. Mais il attaque. Ah non, on nous le met dans le même tour. Là. Je comprends pas parce que Salo s'est arrêté 2 fois. Bon, curieux. Oui, c'est vrai, il est 9e. Cela dit, sous voiture de sécurité, peut-être que c'est peut-être pour la raison pour laquelle il s'est arrêté 2 fois. Salo, c'est que l'équipe Sauber l'a renvoyé en piste et a poursuivi d'éventuelles réparations au changement de roue ensuite pour que Salo reste dans le même tour. Oui, c'est vrai. C'est pas impossible. En tout cas, ça pourrait. Alors, Verstappen Zonta, encore une attaque ou en tout cas une petite intimidation avant la parabolique. La barre Honda est plus rapide, c'est évident. Et Ralf Schumacher reprise avec Fisichella derrière en bagarre pour la 5e place. Et puis derrière, toujours Salo, Géné. L'Espagnol est passé devant. Ce coup-ci, Zonta va passer. Regardez en aspiration, il déboîte. Les 2 voitures sont coude à coude et il est du bon côté de la piste. Zonta pour freiner à l'intérieur. Voilà, il est tranquille. Attention. Fais attention à la sortie. Verstappen résiste. Il se touche presque sur la bordure, mais c'est Zonta qui garde l'avantage d'extrême justesse. Magnifique passe d'armes en tout cas sur ces 2 pilotes. On vous l'avait dit, Verstappen, c'est un dur à cuire. Vous avez vu comment on laisse passer le pilote à l'intérieur. Il revient Verstappen, il revient au freinage de la 2e chicane. Mais là c'est l'intérieur, donc Zonta est du bon côté. C'est fini. Et voilà, Zonta 3e. Voilà. Verstappen 4e. Alors attention, il peut peut-être lui faire le coup aussi avant la parabolique parce qu'il est un peu plus rapide en ligne droite, visiblement Verstappen. Mais un peu moins rapide en courbe, vous le voyez dans les SMO où la Rose a perdu le contact quelque peu avec la barre Honda. C'est fini. Voilà, Zonta 3e, Verstappen 4e, Ralf Schumacher 5e, Fisichella 6e, Schumacher toujours en tête avec maintenant 4 secondes d'avance sur Mika Hakkinen au 20e tour du Grand Prix d'Italie de Formule 1. Il y en aura 53 à boucler. On marque une nouvelle pause dans ce Grand Prix avant de revenir en direct de Monza. Il y aura 53 boucles aujourd'hui de l'autodrome de Monza. Et derrière Schumacher, Hakkinen, Zonta et Verstappen, eh bien, la bataille fait rage dans le peloton, notamment ici entre la Benetton d'Alexander Wurz et la Sauber de Mika Salo, respectivement 7e et 8e. Devant eux, vous le voyez, il y a Ralf Schumacher sur la Williams BMW et l'autre Benetton de Fisichella. Alors que là, c'est Ricardo Zonta qui rentre au stand. Il était en 3e position, le Brésilien de l'équipe British American Racing Honda. Zonta qui était bien dans une stratégie vraisemblablement à 2 arrêts avec peu d'essence en début de course, mais là on va profiter du fait qu'on est déjà au 23e tour pour mettre vraisemblablement beaucoup d'essence et essayer d'aller au bout. Non, il fera 2 arrêts Zonta. Curieuse stratégie, Jacques. Surtout quand on est 3e d'un Grand Prix. Et oui, mais malheureusement, au départ, on n'avait pas imaginé un seul instant, vu la position de Zonta sur la grille, qu'il y avait un incident et 10 tours sous le Pescara. Mais là, pourquoi il s'adapte pas? Parce qu'il n'y a pas d'essence. Ils auraient pu faire le plein. Ah oui, évidemment. Moi, je suis d'accord. Évidemment. Et alors, mais par contre, est-ce qu'avec le plein, on peut faire 30 tours? C'est pas prouvé non plus. C'est vrai que c'est un petit peu. On ne sait pas les capacités des réservoirs ici. Voilà, on consomme à peu près 3 kg d'essence par tour. Oui, c'est-à-dire. Donc avec 100 kg d'essence, on fait 30-35 tours. Ça devrait le faire, Jacques. Mais pourquoi parle-t-on en kilos et pas en litres, dites-moi? Oui, mais vous savez aussi que 10 tours sous le Pescara, 9 tours sous le Pescara, les moteurs ont beaucoup moins consommé. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être possible pour ça que Zonta ravitaille au 23e tour, alors qu'on avait prévu de le faire ravitailler certainement vers le 19e ou 20e tour.
Mais c'est un peu dommage de l'obliger à s'arrêter une seconde fois, Zonta, surtout quand on occupe la 3e place d'un Grand Prix. Enfin bon, il a peut-être consommé beaucoup moins et voilà. On verra, on verra. On va pas faire de plan sur la comète à ce stade. On suit la bagarre Wurtz-Salo et puis dans le peloton derrière, vous voyez les deux Minardi. Gêné Mazzacane, roue dans roue, pas mal, le jeune Argentin, Gaston Mazzacane. Et puis Diniz et Alesi, malheureusement Alesi est à alors, un tour. Pierre, on parlait aussi d'une stratégie à 2 arrêts, on avait entendu dans le paddock, les bruits de paddock, qui aurait peut-être 2 arrêts pour Michael Schumacher, parce qu'il avait un peu peur, je l'ai vu à l'écran, les pneus arrière commencent à s'user pas mal, mais pour s'arrêter une 2e fois, il faudrait que aussi Schumacher mette plus de 6 secondes, 5 d'écart. Voilà, Salo 7e, on l'a fait passer Wurtz au freinage de la chicane. À l'extérieur, s'il vous plaît. Oui, mais 6e maintenant, Mika Salo. Oui, parce que Zonta s'est arrêté, évidemment. Et Zonta repart loin, il repart 11e. C'est vrai qu'un arrêt, c'est très pénalisant ici à Monza. Et Zonta en plus 11e, dans le peloton, il va devoir doubler les deux Minardi, la Sauber, la Prost. Il est juste derrière Alesi, on vient d'apercevoir Ricardo Zonta. Il va doubler vite, certes, mais il perd quand même un peu de temps. Et chez Ferrari, si on était éventuellement parti dans une stratégie à 2 arrêts, je pense qu'il y a longtemps que Ross Brown a fait plein vécu pour être prêt à avoir de la marge de manœuvre au moment des ravitaillements, puisqu'on approche de la mi-course, il n'y aura qu'un seul arrêt. Il a mis de l'essence, il vient de faire le meilleur temps dans le premier partiel en 26-6, Pierre. Schumacher 6 secondes et demie d'avance sur Hakkinen. C'est beau. Alors évidemment, pour le championnat du monde, c'est formidable parce qu'une victoire de Ferrari et de Schumacher en particulier, eh bien, face à Hakkinen, relance complètement la course au titre. Mais on a quand même, on en a un petit peu parlé pendant l'interruption publicitaire, Jacques Lafitte. Il y a la manœuvre de Schumacher au moment du second départ quand la voiture de sécurité s'est rangée. Schumacher qui freine au beau milieu d'une ligne droite à 500 mètres avant le départ. Il a peut-être vraiment très antisportif comme comportement. Oui, lever le pied un peu trop. Peut-être aussi pour déstabiliser les adversaires derrière, ou peut-être se mettre à l'abri d'un retour éventuel de Villeneuve ou de Hakkinen, de ne pas se faire surprendre. Regardez ici, c'est Zonta qui vient de doubler Jean Alesi, toujours impeccablement fair play. Voilà. Et donc la manœuvre, oui, elle est bizarre, mais je pense qu'il faut attendre ce que va nous dire Michael Schumacher à l'arrivée, s'il veut bien nous le dire. Cette manœuvre, en tout cas, on va en parler. Et je crois que c'est vrai qu'en plein milieu de la ligne droite comme ça, vous avez vu vous-même à l'image, c'était facile à voir, ce ralentissement brutal a provoqué à l'arrière un rétrécissement des distances et le pauvre... Au point que Button s'est retrouvé dans le rail. Imaginez qu'il rebondisse et qu'il revienne au milieu de la piste. Il y avait de nouveau un carambolage avec 3 ou 4 ou 5 voitures impliquées. Franchement, et puis surtout, il reste encore pas mal de temps avant le départ. Vous savez qu'on ne peut accélérer qu'à partir du drapeau à damier, c'est-à-dire on n'a pas le droit de se doubler avant le drapeau à damier. Avant le drapeau vert. Oui, le drapeau à damier. Le drapeau de départ, de franchissement de la ligne. Et donc la manœuvre est un peu bizarre, mais bon, c'est vrai que quand on est derrière, il faut aussi faire attention et qu'on doit respecter la vitesse du Pescar, mais il était vraiment très près, à une vitesse certaine, et d'un seul coup il y a eu un très très gros ralentissement. Bon, il s'expliquera lui-même. Vous l'avez entendu, Button, en tout cas, au micro de Marc Minardi. Il prétend que Schumacher a accéléré, ralenti et à nouveau freiné par à-coup, et donc il a complètement piégé les pilotes. Il n'a pas fait attention, qu'il a accéléré pour faire réchauffer, décrasser ses pneus. Mais sans doute il voulait piéger Hakkinen, ou en tout cas ne pas se faire piéger par Hakkinen au moment du second départ. Attention, Ricardo Zonta qui passe Diniz. Un petit duel entre Brésiliens au freinage de la chicane. Zonta qui est reparti en pneu neuf avec de l'essence, mais pas assez pour aller au bout de ce Grand Prix d'Italie, j'en ai peur. Et qui taille la route dans le peloton. En tout cas, à l'avant de la course, Schumacher-Hakkinen, on s'aperçoit que c'est à peu près autant au tour. Il y a 2-3 dixièmes régulièrement à chaque tour entre les deux pilotes. C'est ce qui était aussi la différence aux essais qualificatifs. Ce qui veut dire que la Ferrari était en bonne forme ici et que la McLaren était au bout de ses possibilités pendant les essais qualificatifs de samedi après-midi, puisque la différence est stable. Il n'y avait pas de coup de bluff de la part de Ferrari, c'est évident. En qualification, bien sûr, là on a vraiment la performance intrinsèque de la voiture. Hakkinen avait bien prétendu qu'il aurait peut-être pu faire 2 dixièmes de mieux si il avait pu vraiment tirer la quintessence de son matériel. Mais en tout cas, la pole de Michael Schumacher
n'était pas volé, loin s'en faut. Il s'agissait de la 29e pole position de la carrière du champion allemand, mais surtout la 6e de Schumacher cette année, la 7e d'une Ferrari, puisque Barrichello était en pole à Silverstone au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'au bout de 14 Grands Prix, on a quand même 7 pole positions pour Ferrari, 7 pour McLaren. On est vraiment très proche. On avait vu les McLaren Mercedes reprendre l'avantage dans le courant de l'été, surtout au mois d'août, avec la victoire de Budapest et celle de Spa, qui avait vraiment démontré que la McLaren Mercedes avait pris l'ascendant sur la Ferrari. Et ici, eh bien, à Monza, au meilleur moment, ça tombe à pic. La Scuderia a réagi comme il faut et c'est McLaren Mercedes qui est un peu en tout droit. Deux tout droit. Dans le peloton avec Zonta qui s'est intercalé maintenant entre les deux Minardi. Belle course des Minardi. Belle course Zonta aussi. Ah oui. Alors Jacques Villeneuve, donc le coéquipier de Zonta, vient de rentrer bien dépité au motorhome bar. 3 mots, le moteur a coupé soudainement. Pas plus d'explications, ça n'a pas prévenu avant. Un mot sur l'essence, vous l'avez évoqué Pierre, la différence entre le poids et les kilos et les litres au moment du ravitaillement de Zonta. 1 kilo d'essence, c'est moins d'1 litre parce que la densité de l'essence est à peu près 0,75. C'est pas comme l'eau. 1 kilo d'eau, c'est 1 litre d'eau. Oui, on savait ça. Oui, mais il vaut mieux l'expliquer. Oui, je suis d'accord. C'est à vous, c'est votre boulot de nous expliquer ça, dites-moi. Cher professeur. L'essence, vous savez, l'essence, on en parle beaucoup. Ouais. Alors, on en parlait. Bien, Jacques et Pierre, dans un registre moins drôle, donc des nouvelles du pompier. Il a été touché en pleine tête par une roue. Par conséquent, il vient d'être évacué. Oui, mais il a été quand même sérieusement touché. Il a été évacué en hélicoptère à l'hôpital central de Milan où il est en réanimation. Bon, on lui souhaite de se rétablir au plus vite. On vous donnera de ces nouvelles. On aura ces nouvelles d'ici la fin du Grand Prix. Espérons-le. Alors Zonta continue après Géné, après Mazzacane, Marc Géné. Les deux Minardi sont avalés alors qu'il a quand même freiné tard Zonta, vous l'avez vu, et que Géné, derrière il y a Diniz qui systématiquement rate son freinage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait gagner du temps. Prend le petit raccourci. Mais bon, il ne gagne pas de place et donc en principe le règlement ne lui infligera pas une pénalité. Alors vous avez vu, quand on se suit comme ça en voiture, un pilote sort de la piste, tout le monde suit l'autre et tout le monde sort de la piste. C'est assez symptomatique. En tout cas, lui, il n'y a pas de problème. Ce sont les repères de freinage, peut-être. Ça marche. 1:26.278 pour Michael Schumacher dans le 29e tour. 346. Regardez la vitesse de pointe beaucoup moins élevée de la Ferrari, mais on a quand même besoin d'un peu d'appui ici, Jacques, dans les doubles droits de l'Esmo et du côté de la parabolique notamment. Ceci explique que malgré une vitesse de pointe relativement faible, la Ferrari creuse l'écart. Oui, elle est tous les tours, 2 dixièmes. Il vient de réaliser 26,456 Mika Hakkinen. Alors il va être intéressant de voir par rapport à l'usure, on en parle souvent des pneumatiques et l'ingénieur de chez Bridgestone que vous avez interviewé ce matin nous le disait que la McLaren avait mieux réglé un peu mieux la voiture, usait un peu moins les pneus, donc il va, attention. Mika Salo s'arrête pour la 3e fois, figurez-vous, mais c'est son premier ravitaillement et sans doute unique puisqu'on a franchi le cap de la mi-course maintenant. 29 tours couverts par le leader Michael Schumacher. Et tout de suite, c'est le moment de jouer avec nous pour la seconde fois à top position. « 36-15 code de TF1, le tiercé dans l'ordre ou par téléphone au 08 36 68 90 04, 2 francs 21 la minute pour gagner des portables main libre. » On s'est arrêté chez Minardi aussi pour Gaston Mazzacane, le pilote argentin. 11-8, vous voyez, on fait le plein. Oui, là on a fait le plein. Ce qui n'avait pas été le cas chez Zonta qui s'est arrêté en 7-2, donc il va s'arrêter encore une fois. Oui, c'est assez incompréhensible que chez Barre on n'ait pas modifié la stratégie après la neutralisation de la course par la voiture de sécurité. Mais bon, Jean Alesi, lui, suit son ami Pedro Diniz. Il faut qu'il finisse, Jean. Il faut qu'il finisse. Il est à un tour. Encore beaucoup de choses. Il est à un tour et il a donc une position d'attente. Cette piste est très exigeante pour les moteurs, pour les freins, pour les pneus. Devant lui, Pedro Diniz, peut-être son futur équipier. C'était son équipier chez Sauber l'an passé. Ce sera peut-être son équipier chez Prost la saison prochaine. Oui. On le souhaite en tout cas pour l'écurie Prost. Pour les Grands Prix et pour tous les mécaniciens qui travaillent, d'avoir rapidement une indication de leur avenir. Ça ne sera pas mauvais pour eux. C'est vrai que ça commence à faire long, cette attente, ce compte à rebours avant de savoir à quelle sauce les Bleus seront aménagés l'année prochaine. Regardez, en tout cas pour Schumacher, ça va bien, il vient de faire le meilleur temps. 1:26.008. Hakkinen à 8 secondes et demie alors qu'Alesi rentre au stand.
Alors Hakkinen, on pourrait presque dire qu'il va assurer la deuxième place. Visiblement, il ne cherche pas à mettre Schumacher sous pression. Je ne pense pas qu'il va se contenter de la deuxième place. En tout cas, ça ne doit pas être son humeur du moment. Là, il est à une demi-seconde de tour. Oui, 2-3 dixièmes. Il va. Oui, vous êtes peut-être. On va allez-y, attendre. 8 secondes et demie. Oui. Un bon ravitaillement. Oui, c'est bien. Jacques, oui. Vous parliez de Schumacher il y a quelques instants avec ses problèmes de pneus. Je vais quand même vous confier un secret qui m'a été donné par mes oreilles secrètes chez Ferrari. À Spa, il y a eu une erreur. Une erreur, c'est rare, mais ça arrive. L'aileron arrière n'était pas calé comme il le fallait. En tout cas, il n'était pas calé comme le portait le cahier de réglage. Et c'est là que est venu le mal. Ah, très bien. Donc, c'est bien. Donc, c'est dans la panique un peu sur la grille de départ. Probablement. Où il pleuvait. Probablement. Que des réglages d'ailerons. On avait modifié les ailerons. Oui, absolument. Et ils ont cru que cet aileron avait un certain angle. Je ne le connais pas bien entendu. En réalité, il était bien plus braqué. Voilà, c'est pour ça que la vitesse de pointe était 12 km/h moins vite que celle de la McLaren. Ça devait l'aider dans certaines portions du circuit à Spa, mais enfin bon. Cela étant, c'était peut-être pas sur le cahier des charges, mais le cahier des charges ne prévoyait peut-être pas non plus la piste détrempée en début de course. Et souvenez-vous, en début de course, il était content d'avoir de l'aileron Schumacher à Spa, puisqu'il était beaucoup plus rapide quand la piste était encore un peu humide. Ça va bien aussi pour Verstappen. Pierre, il tourne en 1:27.0 dans les mêmes temps exactement que Hakkinen, qui est devant lui à 18 secondes. On souhaite vraiment à la Rose de tenir le coup jusqu'à l'arrivée. Regardez comme c'est beau cette image de Michael Schumacher au volant de la Ferrari. Les pneus arrière ont l'air en bonne forme. Dans la chicane Ascari, les pneus arrière, ils ont moins souffert derrière la voiture de sécurité pendant une dizaine de tours. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attendons le ravitaillement. On retarde au maximum le ravitaillement parce qu'on a consommé moins en début de course, bien sûr, par la force des choses. Et on retarde d'autant plus le ravitaillement que ça permettra évidemment d'embarquer moins d'essence pour aller au bout et d'avoir des pneus plus frais en vue de l'arrivée. Schumacher qui prend un tour à Mazzacane. Et Mazzacane, il résiste au freinage. Il résiste au freinage, Gaston. Et puis il a quand même vu que c'était une voiture rouge. Il n'est pas content. Vous allez donner un petit œil dans le rétro, Schumacher. Genre, qui c'est celui-là qui ose prime de lait Schumacher. Il a raison. À la première. Il a raison parce qu'il a insisté vraiment lourdement. Il a hésité à Schumacher. Il a fait attention. C'est à peine dans les stands. Ah oui. C'est le ravitaillement de Jos Verstappen en 3e position, donc en position de monter sur le podium à l'arrivée de ce Grand Prix. La Rose n'a pas toujours été la plus fiable cette saison, pourvu que ça tienne jusqu'au bout pour le Hollandais volant. Jos Verstappen qui pourrait bien sauver sa saison avec un podium surprise ici à Monza. Même si Ricardo Zonta sur la barre Honda est l'homme qui aurait pu, regardez, il est ici déjà sur les talons de la Benetton de Wurtz, Zonta, mais avec 2 arrêts ravitaillement, le Brésilien va devoir cravacher pour même pas pour monter sur le podium, mais même pour marquer des points à l'arrivée de ce Grand Prix. L'équipe Barre qui manque peut-être encore un peu d'expérience dans la gestion des courses et dans la stratégie. Souvenez-vous du Grand Prix du Canada où ça avait été assez catastrophique avec Jacques Villeneuve qui avait pourtant un beau coup à jouer au moment où la pluie est tombée. Pierre, oui, Jean-Louis. Pierre, votre ami Verstappen, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, dans le tour qui a précédé son arrêt, a été, selon les tablettes de Ferrari, le concurrent le plus rapide en vitesse de pointe, 357,3 km/h. Oui, absolument. Nous avons sur notre témoin des vitesses, alors que Zonta est en prise avec Fisichella maintenant. La Benetton, non, c'est Wurtz ou c'est Fisichella? C'est Wurtz, pardon. C'est donc pour la 6e place seulement que Zonta se bat, alors que Verstappen est reparti, lui, devant Diniz. Oui, Verstappen devant Diniz, c'est-à-dire qu'il est 9e. Mais bien sûr, devant lui, ça va s'arrêter. Voilà, on y voit plus clair maintenant. Devant Diniz, derrière Genet. Il est donc 7e Genet et 8e Verstappen. Voilà qui est plus clair. Alors les ravitaillements maintenant vont un petit travers de Diniz dans la parabolique. Alors que Zonta déborde Wurtz, mais non au freinage de la première chicane. Et oui, ils sont dans le même tour, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de. Il n'y a pas de drapeau bleu, il n'y a rien. Et puis normal. Avec très peu d'ailerons, Jacques, les freinages sont quand même tendus. C'est Marc Genet qui rentre au stand. L'autre Minardi, Genet qui occupe donc la 7e place avant son ravitaillement. Pour Minardi, c'est peut-être l'occasion inespérée de marquer un point aujourd'hui. 8-4. On fait le plein chez Minardi pour aller au bout. Nous sommes au 33e tour, à 20 tours seulement de l'arrivée. Michael Schumacher revient dans le sillage de son ami Jean Alesi, qui s'écarte
bien avant le freinage de la première chicane, alors qu'on revient sur Verstappen et Diniz qui sont en pleine bagarre. Oui, mais Diniz doit encore s'arrêter pour ravitailler, bien sûr. Verstappen 7e, Diniz 8e. Devant Verstappen, il y a Zonta qui va s'arrêter. Il y a Wurz qui doit s'arrêter, Fisichella aussi. Et Ralf Schumacher qui occupe maintenant la 3e place sur la Williams BMW. Et Zonta, il perd du temps dans le trafic. Alors vraiment la stratégie à 2 arrêts chez Barre, on la comprend pas. C'est-à-dire en fait il était pire, il faut quand même il était en 17e position. Ils avaient un pilote très bien placé, Jacques Villeneuve. Ils ont mis un peu à l'origine du Grand Prix, je n'en disconviens pas, Jacques, mais simplement après 10 tours de voiture de sécurité, il faut pouvoir éventuellement changer de stratégie. Je ne sais pas les capacités de réservoir de la barre, si ça se trouve, ils ne pouvaient pas faire 6 tours. Ils y ont certainement pensé avant moi. Je pense aussi. Mon ami Malcolm Ostler, l'ingénieur australien, directeur technique de BAR. Regardez les poussières de carbone au freinage là. Ça use les freins, c'est pas. Et Zonta va essayer de surprendre Wurz à la sortie de la chicane, peut-être, parce que Wurz s'est un petit peu loupé en freinant tard. On peut penser qu'il est quand même un peu d'adhérence. Quelque peu moins d'essence. En tout cas, vraiment, il a du mal à doubler les Minardi. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'était gêné. Alors qu'Hakkinen est devant Mazzacane. Vous voyez les vitesses, les temps au tour respectifs de Schumacher et Hakkinen bien depuis 2 ou 3 tours. Hakkinen est un peu plus rapide parce que Schumacher a été gêné. Dans le trafic, bien sûr. Et puis peut-être qu'il préserve un peu ses pneus et ses freins. Non, parce qu'il va s'arrêter, donc il n'y a aucun problème. 9 secondes d'avance pour Schumacher. D'avance, ça va. Ils vont s'arrêter tous les deux. 9 secondes, c'est beaucoup à Monza. Je peux dire qu'il a de la marge, Schumi. Alors que Zonta, lui, ne parvient pas à prendre l'avantage sur la Benetton Supertech d'Alexander Wurz, ce qui coule les espoirs du pilote brésilien, certainement les espoirs de podium. Et il faudra se battre pour marquer des points à l'arrivée de ce Grand Prix, même s'il n'y a que 12 voitures en piste. Toujours Wurz et Zonta dans la parabolique. Ils sont 5e et 6e. Alors cette fameuse vitesse de pointe de la barre Honda, on la vérifie, aspiration, mais la Benetton se défend pas mal et Wurz se met à l'intérieur, obligeant Zonta à freiner à l'extérieur de la trajectoire. Comment ça va se passer à la sortie de la chicane? Il va accélérer là. Effectivement, bien joué de la part de l'Autrichien qui occupe la bonne trajectoire. Il est vite Schumacher, il est à l'écran là. Là il vient de faire un meilleur tour en 1.26.0 Oui, il avait fait, mais il va améliorer là. Vous allez voir. Signe qui va ravitailler. Oui. Vous passe. Jacques Rennes se passe ici. Ni chez McLaren, ni chez Ferrari. Voilà, le record du tour, c'est 1.25.6 maintenant. 35 tours couverts. Pour 36 tours même. Regardez pour Michael Schumacher. 1.25.6, il améliore, il attaque Schumi. Ah oui, c'est lui quand il est en tête. Il fait cadeau à personne. C'est vrai que le ravitaillement doit être proche. Il va au boulot. Il va au boulot. Voilà. Et maintenant, Hakkinen est à 9 secondes et demie en 2e position avec du trafic devant lui. Donc, potentiellement. Il vient de faire son meilleur tour aussi, Hakkinen, 1.26.1. Les réservoirs s'allègent, les pneus s'usent. Une demi-seconde quand même de différence entre la Ferrari et la McLaren, c'est énorme. Il est en train de doubler sur Monza. Hakkinen, là oui, c'est beaucoup. C'est 3 dixièmes, je vous disais tout à l'heure aux essais, ils sont là en permanence. Suivant les. Regardez, il n'arrive pas. Et Zonta toujours derrière Wurz. Il va rentrer Zonta du coup. Ah oui, pour son deuxième ravitaillement. Oui, mais enfin, c'est quand même un échec. Bien vu, Marc, il arrive. Il arrive au stand. Ils vont changer. Ils ont décidé de modifier en cours de route la stratégie. Comme Holster, dont vous parliez, le directeur technique australien qui vient de quitter la passerelle de commandement de barre sur laquelle se trouve Craig Pollock qui s'est retourné vers ses hommes. Ils sont prêts, ce seront des pneus rodés. Attention, Zonta s'est arrêté 50 cm après la marque. Il va perdre quelques instants dans l'affaire. Je sens bien sûr 7 secondes. Le chrono s'est arrêté 7 secondes. 7 secondes à peine, même pas. Mais bon, ce sont des secondes qui coûtent cher parce que. Regardez le. Et Schumacher en travers sur la bordure extérieure. À l'ESMO. Comme quoi on attaque, mais on n'est pas à l'abri. Il attaque, il y a une raison, il attaque. Il revient sur Salo. Une raison, évidemment, c'est un prochain ravitaillement. Regardez. Hakkinen est à 10 secondes maintenant. En 2e position, 3e Ralf Schumacher sur la Williams BMW à 42 secondes. Fisichella est 4e sur la Benetton Supertech à 47 secondes. Et puis Wurz et Zonta à 55 secondes. Zonta qui vient de s'arrêter évidemment pour ravitailler, ce qui permet à Verstappen de reprendre la 6e place sur la Rose Supertech.
Verstappen qui a déjà ravitaillé contrairement aux voitures qui le précèdent. Oui, il y a Ralf Schumacher qui a toujours pas ravitaillé, Hakkinen, Fisichella, Wurz et encore de... Et puis le leader. Et puis le leader, bien sûr, qui est en train de cravacher ferme. Et il va être intéressant de voir les arrêts au stand. Combien de temps va mettre? S'il s'arrête avant Hakkinen, il va rester une seconde et demie de plus. Est-ce que pendant ce temps-là, Hakkinen qui vient de faire ses meilleurs temps, il vient de réaliser les meilleurs temps dans les deux. Le premier partiel est en vitesse de pointe, c'est sa plus rapide. Il est en train de cravacher aussi. L'écurie est proche pour lui. Il sait que Hakkinen, Schumacher va s'arrêter et que 10 secondes c'est beaucoup, mais vous savez, au stand tout peut se passer. On peut repartir derrière et puis à 3-4 secondes, on peut avoir envie de revenir sur le pilote qui vous précède. La course n'est pas finie pour ces deux-là en tout cas. La Sauber de Diniz qui occupe la 7e place et qui ravitaille à son tour. Oui, on est à un seul ravitaillement, on met un peu moins d'essence puisqu'on est à moins de 20 tours de l'arrivée, mais il y a un souci quand même. 12 secondes d'arrêt, c'est beaucoup. Un petit problème au moment de repartir. On revient sur le leader, Michael Schumacher, qui attaque, regardez. Sur les trottoirs, la Ferrari se comporte très bien. Elle digère mieux les vibreurs qu'en début de saison, Jacques, par rapport à la McLaren. Mais ça marche. Le développement de la Ferrari, on a beaucoup travaillé du côté de Mugello depuis le Grand Prix de Belgique. Et chez Ferrari, eh bien, le travail paye. Si c'est tant mieux. Voilà. Hop, Minardi qui tire tout droit. Mais il va se faire doubler là. Oui, il va se faire doubler à la sortie. Et alerte rouge chez Ferrari. Eh oui. Signe du pouce levé de Luca Baldisseri, l'ingénieur exploitant. Et vous voyez que là, Hakkinen et tout le monde est dehors. Hakkinen a perdu un peu de temps dans tout droit de Marc Gené à la chicane. Enfin, ça lui a permis de dépasser Diniz du même coup. Et Hakkinen est à 10 secondes 5 maintenant de Schumacher. Ils sont prêts. On arrose la piste sous les pneus neufs là pour l'instant. Donc pour les refroidir en quelque sorte. Et on attend Schumacher. Hakkinen est dans Ascari, donc Schumacher doit être du côté de la parabolique, pas loin de chez vous, Jean-Louis. On vous l'envoie, on le tient à l'œil. Michael Schumacher, leader du Grand Prix d'Italie, dans le 39e tour maintenant. Top, le voilà dans l'allée des stands. Et top. Les pneus arrière sont très usés, extrêmement usés. Et ça repart sans problème. On n'a rien touché sur la voiture. Impeccable. 7 secondes 2 pour Michael Schumacher. Je ne veux pas dire qu'on a pris son temps, mais on n'a pas pris de risque. Schumacher qui repart. Hakkinen maintenant en tête du Grand Prix, mais pas pour longtemps. Lui, il est dans la deuxième chicane. Schumacher repart en deuxième position. Vous voyez la différence quand on s'arrête. 10 secondes d'écart, il est déjà là. Alors, Hakkinen va ravitailler vraisemblablement dans les minutes qui viennent. Et Schumacher devrait reprendre sa première place. Il va être intéressant de voir si Hakkinen est parti avec beaucoup d'essence, comment il va réagir avec beaucoup moins d'essence en fin de parcours. C'est ce qui explique peut-être aussi la stratégie de McLaren d'avoir beaucoup d'essence, qui a peut-être handicapé le pilote finlandais en début de course et même maintenant par rapport à Schumacher. Ça pourrait expliquer le petit ou les 2 petits dixièmes en plus. Oui, Jacques, c'est toujours la stratégie favorite de McLaren ici à Monza. Oui, tout à fait. C'est d'embarquer beaucoup d'essence, donc Hakkinen pourra peut-être ravitailler après le 40e tour et même au-delà. Il ne faut pas qu'il ravitaille trop loin parce qu'après il faudra quand même récupérer ce qu'il aura perdu sur Schumacher. Il faut qu'il cravache maintenant puisque Schumacher a un peu plus d'essence que lui. On va voir les temps autour. Mais il a dû doubler Mika Hakkinen. Il a perdu un peu de temps. Alors c'est maintenant qu'il faut qu'il attaque. Alors Hakkinen, on va voir ce que ça donne du côté du chrono. Top, 40e passage. 26-0, c'est bien, c'est son meilleur temps. Ouais, 354 km/h presque. Ouais, il faut des secondes là, il faut les prendre. À 349 finalement, dans ce tour-ci, sa meilleure vitesse, c'était tout à l'heure, dans une petite aspiration peut-être. Michael Schumacher est passé à 13 secondes 6 de Hakkinen. Ralf Schumacher sur la Williams BMW est à 41 secondes en 3e position. Fisichella toujours 4e sur la Benetton. Wurz 5e, Verstappen 6e. Mais les 2 Benetton et la Williams doivent encore s'arrêter naturellement. Et puis Zonta qui cravache derrière, il est à 15 secondes, il va ramarrer, il peut rentrer dans les points. Il peut rentrer dans les points, Ricardo Zonta, malgré ses 2 ravitaillements. C'est l'un des plus rapides en piste depuis le début du Grand Prix. Zonta 7e, Salo 8e, ils ont déjà ravitaillé. Diniz 9e, et puis les 2 Minardi de Gené Mazzacane. Et Jean Alesi en 12e position. Il attaque, Mika. Il est en train d'attaquer. 26-5, meilleur temps dans le premier partiel. Il a compris que là, il faut qu'il gagne des secondes. Son Grand Prix, s'il veut remporter
ou en tout cas à se rapprocher de Schumacher. C'est maintenant qu'il faut qu'il fasse l'effort, et en espérant qu'il ne repartira, ils vont pas l'arrêter trop tard pour qu'il ait encore la possibilité. Il restera ce tour. Il peut aller au bout. Ah non, quand même pas. Mais ce sera un arrêt très bref. Oui. Vraiment pour rajouter quelques litres d'essence chez McLaren Mercedes. Oui. Hakkinen, effectivement, voilà, donne 25-9. Donne le meilleur de lui-même. Une 25-9, c'est son meilleur tour depuis le début du Grand Prix. Alors regardons la réaction de Schumacher, qui est à 22 secondes. En tout cas, il a perdu 22 secondes à son ravitaillement. Schumacher tourne en 1.26.0. Il est à 13 secondes 7 du leader. Ça va être dur pour Mika Hakkinen, mais l'écart est quasiment stabilisé. Ouais. Puis voilà, Hakkinen encore un petit peu gêné. Ouais, ça va. C'est bon. Castello s'est écarté dans cette fameuse deuxième chicane de sinistre mémoire. Oui, c'était le théâtre de ce carambolage. De ce carambolage et puis de l'élimination de cette voiture. Ouais, et on va certainement en reparler parce que les commissaires sportifs ont convoqué à la direction de course tous les protagonistes de ces accidents, ces collisions après le Grand Prix. Hakkinen, Schumacher, on surveille l'écart. Oui. Un dixième de mieux pour le Finlandais dans le premier. Et voilà. Chez McLaren, Mercedes. On est sorti des stands. Ce sera au 42e passage, c'est-à-dire à 11 tours seulement de l'arrivée, que Hakkinen va repasser par les stands avec une petite quinzaine de secondes. Ouais, 13 et 10, 12 secondes. 14 secondes. L'écart va s'inverser, quoi. Il y avait 13 secondes en avance. Il aura 10 secondes, 12 secondes d'écart. Allez. Schumacher va reprendre la tête, bien sûr. Oui, il va gagner un peu. Schumacher, lui, s'est arrêté en 7-2. On va voir le temps pour Hakkinen. Ça devrait être un peu plus lent. Un peu plus rapide. Voilà, 6 secondes 6. On a gagné une seconde dans les stands. Et vous avez entendu le V10 de la Ferrari. Zombie il est là, dans la ligne droite. Vous l'avez vu? Et les clameurs de la foule debout. Oui, c'est bien. Schumacher en tête au 42e tour dans la première chicane. Hakkinen va repartir une dizaine de secondes derrière son rival, c'est-à-dire à peu près la même situation qu'avant les ravitaillements des deux leaders. Ralf Schumacher toujours en troisième position, il n'a pas ravitaillé, pas plus que les deux Benetton derrière eux. On va suivre ça dans un instant après avoir marqué une nouvelle pause dans ce Grand Prix d'Italie de Formule 1. Retour à Monza à moins de 9 tours de l'arrivée du Grand Prix d'Italie de Formule 1 et la Benetton de Giancarlo Fisichella ne parvient pas à quitter son stand après son ravitaillement. Si, on l'a poussé, les mécaniciens de l'équipe Benetton l'ont poussé, mais Fisichella a perdu près d'un tour sur ses rivaux. On revoit cette image. Tourné moteur. Qui s'énerve un petit peu, on le comprend. Parce qu'il occupait une belle 4e place, Giancarlo Fisichella, et que là il a perdu tous les fruits de ses efforts dans ce Grand Prix. Pierre, ça y est, tout le monde s'est arrêté. Ralf Schumacher, Verstappen, pas Verstappen par contre, Wurz et Fisichella, donc Zonta et Wurz sont et Verstappen est 4e, Zonta, on a vu de la fumée, Zonta est dans les points, il est 6e. Alors Schumacher, 11 secondes d'avance sur Hakkinen à 8 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Voilà un peu de la fumée, c'est celle-là. Le freinage loupé de Pedro Diniz qui prend son petit raccourci habituel à la première chicane. Alors 10-2 maintenant, Pierre. Il y a presque une seconde au tour d'écart. Hakkinen revient. Hakkinen cravache pour essayer de revenir, remettre la pression sur Schumacher jusqu'au bout dans ce Grand Prix d'Italie. Il va lui mettre la pression, je vous l'avais dit, c'est bon. Alors bataille aussi pour la 3e place entre Ralf Schumacher sur la Williams BMW et Jos Verstappen et son Arrows. 4 secondes seulement séparent ces deux voitures avec le podium comme enjeu de ce sprint final. Vous avez vu Ralf Schumacher qui vient de virer dans la parabolique alors que Verstappen donne le maximum de son Arrows orange. Le plus rapide en ligne droite, on le sait, le Hollandais. Il va attaquer et revenir peut-être sur Ralf Schumacher avant l'arrivée de ce Grand Prix. Vous le voyez, Ralf Schumacher en point de mire. Alexander Wurz occupe la 5e place maintenant pour Benetton après l'abandon de son équipier Fisichella. Mais attention, Zonta est à 2 secondes. Et Zonta est juste derrière la Benetton. Zonta va essayer de ramasser les 2 points de la 5e place pour l'équipe Baronda. Et puis aux aguets, à la porte des points, les 2 Sauber de Salo et Diniz, 7e et 8e. Et puis les 2 Minardi de Genet et Mazzacane. Fisichella est donc reparti en 11e position. Avant de retrouver Fisichella et allez-y. Un tour. Qui ferme la marche. Vous voyez l'écart entre Ralf Schumacher et Verstappen. Là, c'est l'écart entre Verstappen et Wurz, qui est moins significatif. Ce
Ce qui est intéressant, c'est entre Wurtz et Zonta. Vous voyez, 2 secondes 6. Puis moi, je surveille l'écart entre Häkkinen. Il est maintenant de 9 secondes. Ouais. 9. Häkkinen revient. Oui, il continue à grignoter. Il va avoir du mal, mais en tout cas, il essaye. Dixième par dixième, regardez, il a passé allez-y. Il a freiné très tard. Il essaye d'inquiéter Schumacher. On peut faire provoquer peut-être chez Schumacher un petit instant de panique. Ça serait difficile à croire par rapport à ce garçon, mais bon. Alors que, regardez les écarts, vous voyez qu'Häkkinen est un peu plus rapide maintenant que Schumacher depuis le ravitaillement. Et eh bien, jouons une dernière fois, si vous le voulez bien, à top position dans ce Grand Prix d'Italie. Le tiercé de tête à ce stade du Grand Prix. Parc Auditel, 3615 code de TF1 ou par téléphone, 2 francs 21 la minute, 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libres. Häkkinen 9 secondes 6. Il grignote, mais Schumacher devant contrôle la situation à 7 tours maintenant du drapeau à damier ici à Monza. Il est là. Häkkinen a une ligne droite de retard sur Schumacher. Alors qu'on reçoit à l'instant un petit communiqué à propos du commissaire pompier qui a été touché dans l'accident de la deuxième chicane dans le premier tour de ce Grand Prix d'Italie. Il s'appelle Paolo Gislimberti. Il est âgé d'une trentaine d'années. Il a été soigné en bord de piste avant d'être transféré à l'hôpital de Monza dans une condition critique. Malheureusement, il souffre de traumatisme crânien et d'autres examens vont suivre. Voilà ce qu'on peut dire de ce terrible accident et du malheureux commissaire qui a été touché. Jean-Louis Moncet, vous avez peut-être d'autres informations dans les stands. Oui, le directeur de la communication de la FIA vient de me dire que le ministre de l'Intérieur ne remettrait pas la coupe au vainqueur. Il vient de se rendre précipitamment dans le sud de l'Italie où une catastrophe naturelle, un effondrement de terrain, je crois savoir, a déjà fait 8 morts et il a donc rejoint cette région donc, du sud de l'Italie. Alors les tifosi vont peut-être s'enthousiasmer bien sûr de la victoire de Michael Schumacher, mais il y aura malgré tout une pensée émue pour ce commissaire. Alors qu'on suit maintenant l'autre Schumacher, Ralf, sur la Williams BMW en 3e position. Et il parvient à se maintenir. Il revient pas. Verstappen n'arrive pas. Il attaque. Ralf, vous voyez qu'il bloque ses roues au freinage. Alors qu'on revient là sur Häkkinen qui se débarrasse de gêner et qui attaque pour essayer de revenir sur Schumacher. 9 secondes 2 au dernier pointage entre la Ferrari et la McLaren. Qu'est-ce que ça va donner au passage de la ligne? 8 secondes 3. Häkkinen attaque. Mais nous ne sommes plus qu'à 5 tours maintenant de l'arrivée. Ralf Schumacher donc toujours 3e sur la Williams BMW. Il a maintenant 6 secondes d'avantage sur Verstappen, 4e pour. Et puis Wurtz 5e toujours, mais talonné par Ricardo Zonta, même s'il a aussi l'écart grandi à la faveur du pilote autrichien de l'écurie Benetton. Zonta devrait donc se contenter du petit point de la 6e place, lui qui pouvait prétendre au podium en début de course. Alors au championnat du monde évidemment, la situation va être complètement relancée. Jacques Lafitte, à 3 grands prix du terme de cette saison 2000, eh bien Schumacher va posséder maintenant 2 points de retard sur Mika Häkkinen. 2 petits points, alors qu'il reste 3 grands prix. Ouais. C'est évidemment fantastique comme situation, d'autant plus qu'entre Ferrari et McLaren, eh bien, on voit que les écarts sont minimes et que sur le circuit d'Indianapolis aux États-Unis dans 15 jours, eh bien, on va vivre un Grand Prix tout à fait passionnant à plus d'un titre parce qu'on va évidemment découvrir ce formidable anneau de vitesse, le temple mythique du sport automobile américain qui a été aménagé spécialement pour recevoir le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 avec un circuit routier à l'intérieur du célèbre anneau. 8 secondes 3, vous voyez le panneau qu'on passe à Häkkinen pour lui signaler l'écart qui est maintenant descendu à 7 secondes 6 à 3 tours de la fin. Il manque peu de choses, mais c'est pas en 10 tours qu'il va pouvoir récupérer. Vous voyez que la vitesse de pointe de Häkkinen a monté d'un cran. Il a été jusqu'à 355 à l'heure. Là, il est facilement à 350. Plus vite que la Ferrari du leader. Et chapeau à Ralf Schumacher, sur la Williams BMW, qui va monter sur le podium pour la 3e fois cette saison. Évidemment, il y a eu beaucoup de concurrents éliminés par le terrible carambolage de la 2e chicane, mais néanmoins, il fallait être là. Et Ralf Schumacher va monter sur le podium
et creuser l'écart sur Fisichella, son rival pour la 5e place au classement du championnat du monde. Oui, mais on avait vu les Williams BMW en bonne forme pendant le week-end. Ralph avait réalisé le 7e temps des essais. Et on regrette d'autant plus l'incident qui a éliminé Jenson Button au moment du second départ, quand la voiture de sécurité est rentrée au stand. Et Button qui a été obligé de faire un écart dans la ligne droite après le ralentissement provoqué par le leader Schumacher, et qui avait heurté le rail là-bas à droite de l'écran. Nous sommes maintenant à 2 tours de l'arrivée. Häkkinen continue. 3 tours. 3 tours, pardon. Et c'est vrai qu'il y a 53 tours. Top pour Häkkinen qui est revenu maintenant à 6 secondes de 2 dixièmes. Il vient de faire le record du tour, une 25,5. Schumacher qui est maintenant derrière la Sauber. Qu'est-ce que monsieur Diniz. Diniz. Et Häkkinen derrière la Sauber de Diniz. Häkkinen qui donne tout ce qu'il peut. Zonta, 4 secondes de Wurz. Il y a une belle bagarre aussi là pour la 5e place. Et Verstappen à 7 secondes de Ralf Schumacher. J'ai l'impression que les rescapés de ce Grand Prix d'Italie, quand ils auront vu les images, Pierre, de tout ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé, ils seront déjà contents d'être là à l'arrivée d'un Grand Prix dramatique. Et j'ai l'impression qu'ils sont bien contents d'assurer leur position et de marquer des points précieux au championnat. C'est étonnant. Ce qu'il n'est pas en train de faire Häkkinen. Surtout pour des équipes comme Arrows, on pense à Verstappen. Vous avez vu comme il attaque Häkkinen alors qu'il a cette 2e place, il ne faut pas qu'il la perde, je peux vous le dire, parce que ces 6 points-là, ils valent de l'or. Ils valent de l'or, mais il a vu l'homme en rouge devant lui. Il voit rouge, Häkkinen. Il voit rouge. Alors attention, monsieur Häkkinen, n'allez pas faire l'irréparable, c'est-à-dire regardez cette sortie de route sur les trottoirs. Attention. Schumacher enlève une dernière protection il reste 2 tours à faire à Schumacher. Et il assure, il contrôle, mais Häkkinen, lui, il a Schumacher en point de mire et il ne peut pas s'empêcher d'attaquer, il a raison. Ouais, c'est ça, d'être pilote. Il faut attaquer. On pourrait regretter qu'il n'ait pas attaqué plus dans les premiers tours, mais peut-être qu'il n'avait pas la possibilité. Regardez, elle n'est pas loin, la Ferrari. Dans les premiers tours, il y avait une Mercedes qui était devant eux et qui les empêchait d'attaquer. Je suis d'accord. Bon, nous sommes maintenant à 2 tours de l'arrivée. Et dans les tribunes, eh bien, on commence à y croire. Cette fois, les bannières rouges frappées du petit cheval cabré, le symbole de la Scuderia Ferrari, sont évidemment agitées un peu partout. Et même si on aura sans aucun doute une pensée pour le commissaire durement touché dans cet accident, la liesse populaire va néanmoins s'exprimer, parce que la Scuderia Ferrari en Italie, vous savez, c'est sacré, c'est un mythe. Et Schumacher relance les chances de voir un pilote Ferrari couronné au classement du championnat du monde des pilotes au terme de cette saison 2000. Ça n'est pas arrivé depuis 21 ans, depuis la consécration de Jody Scheckter ici même à Monza en 1979. 21 ans que la Scuderia court après cette quête du Graal véritablement, et Schumacher relance complètement ses chances par une victoire imparable ici à Monza depuis la pole position. Il y en a un qui doit regretter, Pierre, cet incident du départ, s'en soit bien sorti, c'est Jacques Villeneuve qui est en 3e position. Quand on voit les performances de la barre Honda de Zonta, c'est l'homme qui a été le plus rapide en piste derrière les deux leaders, Schumacher et Häkkinen. On peut penser ce qu'aurait pu faire Jacques Villeneuve. Alors on l'aurait retrouvé sur le podium vraisemblablement, Jacques Villeneuve. Malheureusement, la mécanique en a décidé autrement. Alors que là, c'est Verstappen qui est rejoint par Wurz pour la 4e place, à un tour de l'arrivée. Alors la Rose est peut-être en difficulté, très certainement. Oui, on entend le concert de klaxon. On a compris. Schumacher qui est rentré dans son dernier tour. Et Verstappen, lui, doit résister. Bataille pour la 4e place entre Verstappen et Wurz, entre Arrows et Benetton. Les deux équipes propulsées par les moteurs V10 Supertech. On va suivre ça jusqu'à l'arrivée, mais Verstappen est visiblement en difficulté. Peut-être des problèmes de frein ou de pneumatique. Toujours est-il que Schumacher, lui, en termine à vive allure tout de même, parce que il est à 5 secondes derrière. Voilà, dernière ligne droite pour Michael Schumacher, qui va remporter aujourd'hui sa 41e victoire en Grand Prix. Il rejoint ainsi dans les tablettes le grand Ayrton Senna en personne, au volant d'une Ferrari à Monza. La 41e victoire de Schumacher, c'est évidemment très symbolique, un moment très fort, une émotion immense
pour tous les tifosi et pour les membres de la Scuderia. Écoutez le concert d'applaudissements, de klaxons. Hakkinen deuxième à un peu moins de 4 secondes. Ralf Schumacher va prendre la 3e place avec la Williams BMW. 3e podium pour le jeune pilote allemand cette saison avec cette Williams BMW, ce moteur BMW qui décidément fait fureur. Et attention au sprint pour la 4e place entre Verstappen et Wurz sur la Benetton. Verstappen qui a été 3e à un moment dans ce Grand Prix. En tout cas, s'il veut doubler Wurz, c'est maintenant. C'est la dernière occasion pour lui. C'est ici. Oh là là, il est sorti très fort, vous avez vu à l'extérieur. C'est ici qu'il peut doubler, mais en tout cas Verstappen là a le droit. Attendez Jacques. Il a le droit d'aller à droite. Pardonnez-moi, c'est une petite confusion entre les deux Benetton. C'est Fisichella qui est derrière Verstappen. Verstappen est à l'abri, puisque Wurz avec l'autre Benetton est à 7 secondes derrière. Fisichella n'est pas dans le même tour. Verstappen n'est peut-être pas tout à fait informé de ça parce qu'il se bat. Mais c'était bien Verstappen qui termine 4e sur Harold. Excusez-moi, Wurz 5e, Zonta 6e. Voilà le classement à l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Tout de suite, la page de pub avant de nous retrouver pour le podium. À tout de suite. Tous les grands jours, les milliers, les dizaines de milliers de tifosi déferlent sur le vieil autodrome pendant que les pilotes montent l'escalier qui mène au podium. Regardez, ils embrassent le bitume de Monza pour saluer cette victoire historique de Michael Schumacher au volant de sa Ferrari. Jacques Lafitte, une victoire absolument indiscutable aujourd'hui. Absolument, une très, très belle opération pour le pilote de Ferrari. Il a fait la pole position. Il est là, bon, la voiture marchait très bien. On avait un petit doute quand on s'attendait à une réaction de McLaren. C'était pas possible aujourd'hui pour Mika Hakkinen. Lui, il a fait une course comme d'habitude sans faute en attaquant du début à la fin. Les quelques derniers tours s'est laissé remonter par Hakkinen. Il avait la course bien en main. Pas d'incident mécanique en tout cas. Une belle réussite pour l'écurie Ferrari, spécialement ici à Monza. Ça va, on avait besoin de ça. Ils en avaient besoin, toute l'équipe, ils l'ont. Et regardez, le saut de joie. Le saut de cabri. Voilà, habituel. bonne opération pour Hakkinen. On peut penser que ces deux hommes auraient pu être aussi éliminés dans le premier carambolage à la deuxième chicane. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été chanceux. Ils peuvent être heureux sur le podium. Et c'est la marée rouge qui salue le triomphe de Michael Schumacher et de la Scuderia Ferrari aujourd'hui. Avec d'abord l'hymne national allemand pour la victoire du pilote. Victoire en Grand Prix de Michael Schumacher aujourd'hui. Il rejoint Ayrton Senna dans la légende sur le palmarès de la Formule 1. Derrière Alain Prost, 51 victoires, c'est le record, on sait. Et voilà Schumacher avec 41 victoires. On enchaîne avec l'hymne national italien pour la Scuderia Ferrari. Extraordinaire, Jacques. Regardez, même le caméraman en face est en train de danser. On voit la caméra qui bouge. C'est bien de gagner en Italie. C'est quand vous voyez cette foule. Quand on venait ce matin en circuit, quand on voyait cette foule, ces files de tifosi, c'était très impressionnant. C'est unique en son genre. Bravo à Michael Schumacher, à Ferrari, représenté par l'ingénieur Martinelli, le motoriste de Ferrari aujourd'hui sur l'autodrome de Monza. Et la coupe du vainqueur pour Michael Schumacher, entouré de Mika Hakkinen, toujours leader du championnat du monde, mais seulement pour 2 petits points maintenant.
Et puis sur la troisième marche du podium, Ralf Schumacher. C'est la deuxième ou la troisième fois que les frères Schumacher se retrouvent ensemble sur le podium. C'est assez exceptionnel aussi tout de même. Oui, puis en prévision pour les prochains Grands Prix, une bagarre terrible, hein, parce que 2 points c'est peu. 30 points à glaner sur les prochains circuits. Les secondes et troisième places ou les premières vont être chères, hein, pour ces 2 pilotes. Parce qu'il n'y a plus que 3 possibilités là. Hein. Quelle fin de saison extraordinaire en perspective. Et voilà, regardez Michael Schumacher qui réclame un peu d'encouragement pour la troisième place de son frère dans l'indifférence générale des tifosi et de Jean Todt et ses hommes au pied du podium de Monza. On va peut-être faire le point alors que le champagne coule à flot évidemment. Et regardez ces images absolument folkloriques. Et sous cette pluie de champagne, Jacques, on va faire le point parce que c'est important sur les classements. Classement du Grand Prix tout d'abord, et puis évidemment les classements de championnat du monde. Schumacher, Hakkinen, Schumacher, et puis Verstappen 4e pour Arroz, Wurz 5e pour Benetton et Zonta 6e pour Bahonda. Tout de suite le classement du championnat des pilotes. Hakkinen toujours en tête, 80 points, Schumacher 78. C'est entre ces deux-là que ça va se jouer dans le sprint final des 3 derniers Grands Prix. Coulthard, Barrichello, Ralf Schumacher, Fisichella. Et puis du côté des constructeurs, cette fois, la Scuderia Ferrari se rapproche à 4 petits points seulement de McLaren Mercedes. Là aussi, rien n'est joué. Alors que pour Williams, BMW, évidemment, la 3e place, la 3e marche du podium des constructeurs se confirme. Malheureusement, Jacques Laffite, ce Grand Prix a été entaché par un terrible accident, un carambolage qui qui s'est bien terminé pour les pilotes. Mais malheureusement un commissaire, un pompier très exactement, a été blessé par une roue. Vous avez vu toutes ces roues qui volaient. C'est un peu le risque. Il est toujours au service de soins intensifs à l'hôpital de Monza dans un état critique, rappelons-le. Et dans ces moments de joie et d'allégresse populaire, évidemment, il faut avoir une pensée pour cet homme, certainement passionné. Nous l'avons. De Formule 1. Tout de suite, Jacques, on va se retrouver donc dans 2 semaines à Indianapolis pour le Grand Prix des États-Unis et ce nouvel affrontement entre Mika Hakkinen et Michael Schumacher. Une fin de saison qui promet beaucoup et pronostic impossible en quelque sorte. Oui, c'est impossible de savoir qui va gagner de ces deux-là. Petit avantage aujourd'hui à Michael Schumacher, ça peut changer demain. On a vu la domination des McLaren et maintenant c'est Ferrari. Merci Jacques et tout de suite rendez-vous à Indianapolis dans 2 semaines. Bonne fin de journée sur TF1. Au revoir à tous. C'est l'événement de la saison, le retour du Grand Prix des États-Unis au calendrier du championnat du monde de Formule 1 sur le mythique circuit d'Indianapolis. Les pilotes y emprunteront la moitié du célèbre ovale avant d'inaugurer la partie routière créée pour l'occasion au cœur du site. Seul Jacques Villeneuve connaît les lieux, lui le vainqueur des fameux 500 miles il y a 5 ans. La F1 en Amérique, c'est à ne manquer sous aucun prétexte le 24 septembre prochain à 21h sur TF1.